Bonsoir à tous, bienvenue à l'espace Mendes France. Je suis ravie de vous accueillir aussi nombreux, donc il y a d'autres personnes dans le planétarium. Donc merci d'être ici ce soir pour une table ronde sur les troubles du neurodéveloppement. Voilà, donc juste avant de laisser la parole aux intervenants, quelques mots pour vous rappeler que l'espace Mendes France est un centre de culture scientifique, technique et industrielle, et c'est une association. Donc n'hésitez pas, si vous voulez soutenir nos actions, nos activités, vous pouvez adhérer à l'association. Vous trouverez les bulletins d'adhésion soit à l'étage auprès des hôtesses, soit en ligne sur notre site. Voilà, donc cette conférence est organisée dans le cadre de la Semaine du cerveau et je remercie Laure Belnou qui est la référence de la Semaine du cerveau sur Poitiers. Elle est également donc ingénieure au LNEC, le laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques à l'Université de Poitiers. Elle va donc vous présenter la Semaine du cerveau au niveau national ainsi que les intervenants qui se compléteront peut-être leur présentation. Merci à Laure aussi pour son aide depuis 4 ans, son soutien à la mise en place de cette belle opération. Et l'espace Mendes France, depuis 20 ans, réalise la Semaine du cerveau. Voilà, Laure, merci. Merci Christine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler brièvement de la Semaine du cerveau. Donc, comme l'a dit Christine, c'est une manifestation qui existe depuis plus de 20 ans. C'est une manifestation internationale et nationale. Et en France, elle a lieu dans au moins 120 villes. Il faut savoir que c'est une manifestation qui est chapeautée par la Société des neurosciences françaises. Donc, la Semaine du cerveau... Ah, ça marche pas. Ah si, hop là. Elle permet donc cette Semaine du cerveau, elle permet de sensibiliser le grand public à l'importance de la recherche sur le cerveau, de présenter les enjeux de la recherche en neurosciences pour la connaissance du cerveau et les implications dans notre société. Et elle permet, comme ici ce soir, une rencontre entre le public et les chercheurs et les chercheuses. Alors, ce soir, c'est la dernière soirée de la Semaine du cerveau 2026. Donc, on a, durant cette Semaine du cerveau, abordé plusieurs thématiques liées aux neurosciences. La cérébrolésion, la mémoire et l'oubli, et le thème qu'on va aborder ce soir, c'est-à-dire les troubles du neurodéveloppement. C'est un thème qui a déjà été abordé, alors je ne sais pas si vous y étiez là, mais je reconnais certaines personnes qui étaient là mercredi soir. Ce thème a été abordé par 3 chercheurs du laboratoire expérimental, laboratoire de neurosciences expérimentales et cliniques, et qui ont parlé de leur recherche préclinique sur l'autisme. Donc ce soir, on va aborder une partie plus clinique avec 3 pédopsychiatres du centre hospitalier Henri Laborie, donc le professeur Jean-Xavier, le docteur Richard Harry et le docteur Clément Villière. Avant de vous laisser la parole, messieurs, je vais remercier nos financeurs, donc la Société des neurosciences françaises, la CASDEN et la structure fédérative de recherche Orléans-Tours-Poitiers. J'aimerais également remercier le META, qui est depuis 2 ans un partenaire, et surtout remercier l'Espace Mendes France, qui depuis, comme l'a dit Christine, ça fait 20 ans que l'Espace Mendes France accueille la Semaine du cerveau. J'aimerais remercier 3 personnes, donc du service communication, Mathilde, j'ai perdu son nom, Vasseur, j'y arrive pas, et Justine Chauvin, et surtout, Christine, j'aimerais bien te remercier parce qu'en effet, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Il faut savoir que Christine, c'est sa dernière soirée en tant que salariée de l'Espace Mendes France parce qu'elle part à la retraite la semaine prochaine. Donc je pense qu'on peut l'applaudir, donc je te le refais après. Et ben, je crois que j'ai terminé. Et bien, messieurs, à vous. Bien, merci beaucoup. Donc, moi, je suis Jean-Xavier. Je vais débuter cette intervention. Vous dire que je suis ravi d'être là parmi vous et vous dire aussi que je travaille donc, avec mes collègues au centre hospitalier Henri Laborie, au sein du pôle universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et je suis responsable de l'Institut fédératif du développement, qui est un institut qui intègre plusieurs centres experts. Un centre ressources autisme, dont le docteur Villière est le médecin référent, un centre référent pour le TDAH, dont le docteur Harry est référent, et un centre référent des troubles du langage et des apprentissages, dont je m'occupe à l'heure actuelle, et enfin aussi un hôpital de jour qui reçoit des enfants qui présentent des troubles complexes du développement. Donc nous sommes chargés ce soir de vous parler des troubles du neurodéveloppement, et de cette question d'interaction finalement entre le cerveau, les gènes, l'environnement. Alors effectivement, quand on dit neurodéveloppement,
et qu'on entend ce préfixe, on se dit bah, c'est dans la tête finalement cette histoire-là. C'est neuro, c'est neurologique. Bon. Eh bien, ce titre-là vient justement vous indiquer que eh bien, c'est un petit peu plus complexe que cela et qu'on n'a pas, dans les troubles du neurodéveloppement, une localisation cérébrale, des troubles neurologiques qui sont avérés, mais qu'on a des difficultés, qu'on a des troubles qui sont développementaux. Et dans ce développement-là, eh bien, vient s'inscrire cette interaction entre le cerveau, les gènes. Et quand je dis les gènes, souvent il y a plusieurs gènes qui sont nommés, et puis les interactions entre les gènes et l'environnement. Alors, voilà, pour commencer, un listing que vous retrouvez dans les classifications des maladies mentales, dans le DSM-5 notamment. Voilà la liste des troubles du neurodéveloppement, à commencer par le handicap intellectuel, les troubles de la communication, dans lesquels vous retrouvez les troubles du langage et les troubles de la phonation, de la fluidité verbale, et un trouble qu'on appelle trouble de la communication sociale pragmatique, qui vient qualifier les difficultés d'enfants qui présentent des difficultés de communication sociale, des difficultés de communication et d'interaction, mais qui ne présentent pas, comme dans les troubles du spectre de l'autisme, des comportements répétitifs stéréotypés, ou en tout cas pas suffisamment, si je puis dire, pour qu'ils puissent être diagnostiqués troubles du spectre de l'autisme. Donc c'est une forme, on pourrait dire, légère, mais qui ne correspond pas à l'ensemble des critères de l'autisme. L'autisme, donc les troubles du spectre de l'autisme, le trouble de la communication sociale, nous allons en parler, trouble de la communication sociale et comportement répétitif et restreint, c'est ce que va vous décrire le docteur Villiers. Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, on va en parler tout à l'heure aussi. Les troubles spécifiques des apprentissages, parmi lesquels donc, la dyslexie, la dysorthographie, les troubles du calcul et du raisonnement mathématique. Et puis les troubles moteurs, dans lesquels vous avez le trouble développemental de la coordination, qui s'appelle aussi dyspraxie, et les mouvements stéréotypés, et enfin les tics comme le syndrome de Gilles de la Tourette. Voilà. Alors, les troubles du neurodéveloppement, comme vous le savez peut-être, ils concernent une personne sur 6. L'autisme concerne à peu près 1 à 2% de la population. Les troubles 10, 8% de la population. Le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, 6% des enfants et 3% des adultes. Et puis le trouble du développement intellectuel, ou handicap intellectuel, ce qu'on appelait auparavant la déficience intellectuelle, elle concerne 1% de la population. Alors, ce qu'il faut d'emblée préciser, c'est que il est fréquent que les enfants que nous rencontrons présentent plusieurs troubles du neurodéveloppement associés, ce qu'on appelle des comorbidités. Il est plus rare, en tout cas dans notre clientèle, si je puis dire, de recevoir des enfants avec un seul trouble du neurodéveloppement. Et puis, les enfants qui présentent un ou plusieurs troubles du neurodéveloppement vont présenter aussi, dans une fréquence plus importante que celle de la population générale, eh bien, des troubles psychiatriques ou des troubles somatiques. Alors, par exemple, des troubles anxieux, une dépression, des troubles du comportement alimentaire, de l'épilepsie, des troubles gastro-intestinaux ou encore des pathologies cardiovasculaires. Ce que je suis en train de dire là, c'est finalement mettre en exergue eh bien, une forme de complexité dans ces troubles-là, parce qu'on a souvent affaire à plusieurs troubles du neurodéveloppement qui vont interagir entre eux, qui vont entrer en synergie tout au long du développement de l'enfant. Il faut aussi préciser que, alors, il n'y a pas une cause au trouble du neurodéveloppement, et puis il n'y a pas de biomarqueurs, c'est-à-dire de marqueurs qui vont nous permettre de poser un diagnostic qui soit à 100% vrai, parce qu'on n'a rien qui permette de signer la maladie.
on n'a pas de bilan sanguin, on n'a pas d'IRM cérébral qui nous permettent de dire je suis affirmatif par rapport à ce diagnostic-là. Autrement dit, on n'a pas de caractéristiques mesurables qui marquent l'existence d'un trouble du neurodéveloppement. Donc nous sommes d'une certaine façon à un niveau zéro de la médecine, si je puis dire, parce que nous faisons des diagnostics sur la base de comportement, sur la base d'observation. Alors, nous tentons de le faire de la manière la plus précise possible, mais ce sont des comportements plutôt macroscopiques, puisque on va dire, on va évaluer l'hyperkinésie, on va évaluer les difficultés de communication ou d'interaction sociale ou les comportements stéréotypés. Alors, cette diapo un petit peu compliquée, mais dans laquelle ce qu'il faut retenir, c'est justement cette question de groupe de troubles du neurodéveloppement. Ce que nous dit Christopher Gilberg, c'est justement que les troubles du neurodéveloppement sont souvent associés. Non seulement ils sont associés, mais ils présentent des symptômes communs. Symptômes communs, pour vous donner un exemple, si vous prenez un enfant qui présente des difficultés d'interaction sociale, eh bien, à quel diagnostic pensez-vous? L'autisme. D'accord. Sauf que si vous avez un enfant qui présente une dyspraxie sévère, ou si vous avez un enfant qui présente un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, il peut présenter des difficultés d'interaction sociale. Vous êtes d'accord? Et si cet enfant présente un autisme et un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, il aura, je n'ose pas dire encore plus, mais en tout cas, ces deux troubles vont s'associer et sous-tendre un symptôme commun qui est des difficultés d'interaction sociale. Ces difficultés d'interaction sociale sont dans les critères de l'autisme, ils ne sont pas dans les critères du TDAH. Oui, sauf que l'enfant que j'ai en face de moi, eh bien, il est invalidé, il est empêché parce qu'il présente cette synergie de deux troubles du neurodéveloppement. Et puis cet enfant, il peut être aussi anxieux par rapport à tout cela. Il peut présenter une mésestime de soi. Eh bien, cette anxiété, cette mésestime de soi va aussi avoir un impact sur son comportement. Et donc, à nous de pouvoir distinguer finalement, dans cette situation-là, ce qui peut relever d'un trouble du spectre de l'autisme, de ce qui peut relever d'autres difficultés. Et puis à nous aussi, finalement, d'essayer de penser les difficultés de l'enfant de manière globale, comme on dit, de manière un peu triviale, mais ce que je veux dire par là, c'est les penser de manière suffisamment globale pour élaborer un projet de soins sur mesure pour cet enfant. Ce que nous dit aussi Gilberg, c'est qu'il y a des facteurs de risque environnementaux et certains traits génétiques qui vont sous-tendre plusieurs troubles du neurodéveloppement. Alors, par exemple, eh bien, il va nous dire, chez les enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement, on va avoir des plaintes de ces enfants ou des parents concernant des troubles du sommeil, concernant des difficultés attentionnelles, concernant des difficultés motrices, concernant des difficultés d'alimentation. Ça, ce sont des symptômes qui seront allégués par les parents, par les éducateurs, qui ne s'inscrivent pas stricto sensu dans un trouble du neurodéveloppement, mais qui seront l'expression, finalement, de ces troubles du neurodéveloppement chez cet enfant-là. Et il va falloir les prendre en charge. Alors, je voudrais véritablement donc insister sur le fait que, bien évidemment, on ne soigne pas un trouble du neurodéveloppement ou une comorbidité de troubles du neurodéveloppement, mais on soigne un individu qui est singulier par définition et qui a une trajectoire développementale singulière. Autrement dit, chacun de nous a une trajectoire développementale. Et quand on présente ces troubles du neurodéveloppement, eh bien, cette trajectoire développementale vient être colorée, vient être impactée
par ces troubles du neurodéveloppement. Et puis, d'ailleurs, ce à quoi il faut aussi penser, eh bien, c'est à l'adaptation de ces enfants-là, aux mécanismes adaptatifs qu'ils vont aussi développer pour essayer de, je n'ose pas dire de contourner leurs difficultés, mais de les pallier finalement. Eh bien, cette singularité de la trajectoire développementale de chaque personne, de chaque sujet avec trouble du neurodéveloppement, elle est finalement nourrie par l'interaction qu'il peut y avoir entre... Est-ce que j'ai un pointeur? Voilà. L'interaction entre des facteurs environnementaux. Facteurs environnementaux, quand on parle de facteurs environnementaux, cela peut vouloir dire, par exemple, des facteurs de risque prénataux, périnataux, postnataux. Ça peut être, par exemple, une infection, ça peut être, par exemple, un traumatisme, ça peut être une prise médicamenteuse. Des facteurs de risque pré-, péri- et postnataux. L'expérience interactive que l'enfant va avoir avec ses parents, mais avec ses pairs, avec les aidants, avec les professionnels. L'environnement, c'est aussi, finalement, les soins que l'on peut prodiguer donc, à l'enfant, et donc les interventions adaptées précoces. Eh bien, tout cela, cet environnement-là, qui est un environnement qui précède sa naissance et qui est aussi post-naissance, vous voyez, vie durant, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir un effet, un impact sur les réseaux neuronaux et sur le génome de cet enfant. Forme de retour finalement entre des facteurs environnementaux au travers de mécanismes épigénétiques. Au regard de ce qu'on appelle la neuroplasticité, eh bien, cela va avoir un impact sur les gènes et plus précisément sur l'expression des gènes. Donc on est dans une forme de plasticité, cette plasticité qui est développementale, une trajectoire développementale qui est aussi faite de métamorphose d'une certaine façon. Et donc c'est dans cette perspective dynamique finalement qu'il faut envisager la compréhension d'un ou plusieurs troubles du neurodéveloppement chez un enfant, en prenant en compte aussi ces mécanismes adaptatifs, si on veut essayer de penser les choses de manière un peu plus sur mesure, parce que nous n'avons jamais, je dirais, traité de notre vie un trouble du neurodéveloppement du DSM. Mais en revanche, nous traitons un enfant qui a cette singularité développementale. On ne va pas traiter non plus spécifiquement un critère diagnostique. Donc, il y a effectivement à penser le développement dans cette interaction-là entre le cerveau, donc finalement les réseaux neuronaux, les aspects génétiques, et puis l'environnement, dans l'interaction entre environnement, gènes et puis cerveau. Ce que j'indique là, c'est qu'effectivement, les interventions adaptées, l'accompagnement de ces enfants, eh bien, il peut avoir un impact jusqu'à effectivement ces niveaux-là. Je reste dans cette singularité finalement de la trajectoire développementale de la personne avec autisme pour mettre en exergue un terme qui me semble important, c'est le terme de complexité. Est-ce que vous savez ce que veut dire le terme complexité? Qu'est-ce que ça vous évoque? Quel est le synonyme, si je peux me permettre de vous interroger? Quel est finalement le synonyme qui vous vient à l'idée lorsqu'on dit un système complexe? C'est complexe, pas compliqué, complexe. Multiple, oui. Polyfactoriel. Est-ce qu'un paquet de billes, un paquet de 100 billes, ou plutôt 20 billes, parce que 100 billes, ça fait un gros paquet, 20 billes, est-ce que c'est un système complexe? Oui, non? A priori, non. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un système complexe, 20 billes? C'est, pardon, madame?
Ce sont des éléments distincts. Effectivement, vous mettez 20 billes dans un paquet, vous secouez le paquet, et comme par magie, vous pouvez sortir chacune de ces 20 billes qui est distincte des autres. Est-ce qu'un ossobuco, c'est un système complexe? Ah, vous avez bien fait de venir ce soir, hein, on va parler d'ossobuco. Alors là, vraiment, est-ce qu'une recette de cuisine est un système complexe? Pourquoi? Il y a plein d'éléments différents, et ces éléments, il y a un processus finalement de fabrication de l'ossobuco ou du bœuf stroganoff, enfin bon, et ces éléments-là vont se mélanger les uns aux autres au travers de la chaleur. Eh bien, les goûts des uns vont se mélanger aux goûts des autres. Bon. Alors, pardon pour ces exemples un petit peu particuliers en cette conférence, mais l'idée, c'est d'envisager le développement de l'enfant dans sa complexité, c'est-à-dire dans cette dimension d'interaction finalement entre le cerveau, les gènes, l'environnement. Plusieurs troubles du neurodéveloppement lorsque c'est le cas pour les enfants, et les interventions de l'environnement, les soins, l'accompagnement donc de ces enfants-là. Ce qui fait qu'il y a véritablement à envisager le développement dans sa complexité, si l'on veut essayer d'y comprendre quelque chose, et je me répète, si l'on veut à un moment donné intervenir de manière adaptée, donc c'est-à-dire sur mesure. Et donc, effectivement, j'insiste sur cette histoire individuelle qui est, par définition, singulière. Et donc, au regard de cette interaction que l'on retrouve au niveau des gènes, l'interaction entre gènes et puis environnement, eh bien, il faut finalement combiner cette approche-là avec ce qu'on appelle une approche fonctionnelle, finalement dimensionnelle. Mais je ne sais pas si nous aurons le temps de développer ça finalement ce soir. L'approche dimensionnelle, c'est quoi? C'est finalement de pouvoir évaluer les principales dimensions développementales de l'enfant, le langage, la motricité, la cognition, la dimension affective, la dimension somatique, pour pouvoir penser les choses sur mesure. Alors, juste avant de laisser la parole à mon collègue, effectivement, ce que je souhaiterais aussi préciser, c'est que cette complexité-là, donc finalement cette interaction dans les troubles du neurodéveloppement, eh bien, elle se produit aussi au niveau génétique. Parce que on ne retrouve pas, et c'est vrai dans l'autisme, c'est vrai dans le TDAH, on ne retrouve pas de lien, les mathématiciens diraient bijectif, entre une anomalie génétique et un phénotype. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ce qu'on va plutôt retrouver, c'est plusieurs gènes qui seront incriminés, dans l'autisme par exemple, avec l'idée que ces gènes ils vont interagir entre eux. Alors il y a des mots un petit peu barbares qui disent polygénique et puis polystatique, ce qui veut simplement dire que les gènes vont intervenir entre eux. Un gène va permettre l'expression un peu en excès ou un peu pas assez d'un autre gène, donc il va y avoir interaction finalement donc, entre les gènes. Et puis, il y a, comme je vous l'ai dit, l'existence de ces mécanismes épigénétiques qui viennent évidemment favoriser l'expression d'un gène. Et puis, on en parlera tout à l'heure dans l'autisme, mais c'est valable aussi pour les autres troubles du neurodéveloppement. Dans certaines situations, lorsque l'enfant ou l'adolescent a un bilan génétique, on va retrouver certains gènes qui sont incriminés, mais ces mêmes gènes peuvent avoir les mêmes anomalies dans d'autres troubles, dans d'autres troubles psychiatriques. Donc il n'y a pas cette spécificité, encore une fois, de un gène égale un trouble du neurodéveloppement, parce qu'à ce moment-là, on pourrait trouver une cause, ou à ce moment-là, on pourrait trouver un biomarqueur qui signe la maladie, mais ce qui n'est pas le cas. On est dans le monde de la complexité et donc de l'interaction. Bien, je me tais et je laisse la parole au docteur Villiers
pour qu'il vous propose un focus sur le TSA. Moi, je vais peut-être rester assis. Comme ça, j'ai vraiment l'écran devant moi et je suis sûr d'avoir toutes mes notes. Non, c'est bon, là, je vois bien, je te remercie. L'idée de ce focus sur le TSA, c'est d'essayer de regarder un petit peu dans le trouble du spectre de l'autisme, certaines approches qui peuvent être centrées sur le cerveau, centrées sur la génétique, centrées sur certains éléments aussi, nos hypothèses un peu étiologiques, mais on va en discuter un peu plus en détail. Donc tout d'abord, pour définir le trouble du spectre de l'autisme, donc en pédopsychiatrie, on a beaucoup d'acronymes, hein, donc c'est important de pouvoir bien différencier ça, le TSA, le TDAH, le TDI, le TDLO, etc., etc. Donc le TSA, ça veut dire trouble du spectre de l'autisme. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est la notion de spectre. Le spectre, c'est pas le fantôme, mais c'est plutôt le spectre de la lumière, avec dans l'idée que finalement, il n'y a pas deux personnes avec un trouble du spectre de l'autisme qui ont les mêmes difficultés, qui ont les mêmes compétences. Toutes ces personnes-là sont extrêmement différentes. C'est ce que montre un petit peu ce schéma juste après, avec dans l'idée que on peut penser, il y a certains auteurs qui pensent qu'il y a un autisme qui est dit prototypique, qui correspond exactement aux critères, mais ça ne correspond pas à notre définition de spectre. Dans le spectre, il y a un continuum en termes de traits autistiques et une grande hétérogénéité, notamment en termes de comorbidité, comme a pu le décrire le professeur Xavier, avec certaines personnes qui vont avoir un TSA avec une épilepsie associée. Là, le petit bonhomme rouge, celui qui est en violet, il va avoir un trouble du spectre de l'autisme avec un handicap intellectuel et une épilepsie. Le vert, lui, va plutôt avoir des difficultés associées sur le plan du sommeil, sur le plan gastro-intestinal ou sur le plan sensorimoteur. Donc cette diversité, elle est vraiment importante à prendre en compte parce que, comme le disait le professeur Xavier, on ne traite pas un diagnostic, on accompagne des personnes dans leur individualité, dans leurs difficultés, mais aussi dans leur potentialité. Dans la définition du TSA, il y a deux grandes dimensions. La dimension de la communication et des interactions sociales et la dimension des comportements et intérêts qui sont dits restreints et stéréotypés. Ce qu'on peut retrouver comme signe clinique, c'est des gens qui ont des particularités dans l'interaction sociale, des difficultés à comprendre l'implicite, à comprendre certaines émotions ou à s'exprimer sur le plan du langage non verbal. Il peut y avoir aussi des particularités sur le plan de la sensorialité, des comportements répétitifs ou des centres d'intérêt qui peuvent être extrêmement restreints ou alors qui peuvent être très envahissants. Et ces difficultés, elles doivent apparaître précocement dans le développement. Donc là, on retrouve aussi cette notion développementale. Finalement, le trouble du spectre de l'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc c'est présent depuis la petite enfance et ça va continuer tout le long de la vie. Si on fait un focus sur la communication et les interactions sociales, qu'est-ce qu'on voit de manière précoce dans le développement des enfants? C'est qu'il y a une diminution de l'attention portée aux indices sociaux dans les premières années de vie. Alors ça peut être l'attention à la voix humaine, le regard d'autrui, les visages, des difficultés en termes d'attention conjointe. Et ça, on sait que c'est des précurseurs de la communication et de la compréhension sociale. Petite colle, c'est que avant 1 an, assez fréquemment, on ne retrouve pas grand-chose en termes de signes cliniques. Et chez le fœtus, on n'a même quasiment aucune étude. Donc finalement, on a toute une période là, développementale où on ne sait pas trop forcément ce qui se passe. Donc on a pas mal de questionnements là-dessus. Moi, je voulais vous présenter ce qu'on peut appeler une approche neuromodulaire, avec dans l'idée que finalement, le cerveau, c'est comme un gros ordinateur. Il y a plein de composants différents qui vont communiquer entre elles et que certains auteurs ont défini comme, je ne sais pas si ça fonctionne, comme le cerveau social. Le cerveau social, ce qui a été décrit, donc il y a eu plein d'études qui ont été regardées sur des paradigmes sociaux, etc., etc. Moi, je vais continuer, voilà, le temps que ça s'affiche. Avec dans l'idée qu'il y a plusieurs réseaux qui sont impliqués, des réseaux qui sont largement distribués
au sein du cerveau. Donc les circuits de la récompense, notamment la question de la récompense sociale. Quand on fait quelque chose et qu'on est récompensé socialement, c'est quand même très valorisant. Il y a le réseau de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, la capacité à inférer à quelqu'un un état mental différent du sien. C'est-à-dire que la personne en face de moi, elle n'a peut-être pas exactement les mêmes pensées que moi, ou peut-être qu'elle en a certaines qu'on peut lui inférer. Il y a la question des neurones miroirs, hein, qu'on voit dans l'imitation notamment, et la reconnaissance au niveau facial. Cette approche neuromodulaire, elle a quand même des limites. La première, c'est que ces zones cérébrales-là, elles ne sont pas exclusivement dédiées à la socialisation. Si on prend la zone devant du cerveau, là, tout ce qui est cortex préfrontal, ça va notamment être lié avec la catégorisation, la gestion des émotions, etc. etc., etc. Donc ce n'est pas uniquement social. Les autres limites, elles sont, je dirais, méthodologiques. Pour recueillir ces données, qu'est-ce qu'on fait? On passe des examens, IRM, EEG, on en fait 50, 100, 150, et on fait une moyenne. Donc finalement, ce qu'on a là, c'est une moyenne de patients qui ont un trouble du spectre de l'autisme. C'est-à-dire que l'inverse n'est pas vrai. Si on a un patient qu'on passe dans une machine, on ne va pas forcément retrouver les mêmes particularités de fonctionnement. Et donc je rejoins ce que disait le professeur Javi, finalement on n'a pas de biomarqueur, on n'est pas en capacité de se dire maintenant je vais passer mon patient dans l'IRM, comme ça je saurai quelle zone est hypoactivée, quelle zone est hyperactivée en fonction du paradigme social que je lui propose, et donc je pourrai poser ou pas mon diagnostic. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'hypothèse, c'est qu'il y a un dysfonctionnement dans les communications de ces différents réseaux. Et pour étudier les communications de ces différents réseaux, c'est très compliqué. On peut soit faire des études post-mortem, mais le problème c'est qu'on n'a pas de fonctionnel, puisque le cerveau ne fonctionne plus. Soit on va essayer de pallier à ces limites en utilisant des EEG, des IRM, mais qui ont aussi leurs limites. Par exemple, le EEG, il a une très bonne résolution qu'on appelle temporelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir voir quand le signal est déclenché. Par contre, au niveau de la résolution spatiale, ça veut dire la zone du cerveau dans laquelle on est, eh ben, c'est beaucoup moins bien. L'IRM, c'est le contraire. On a une très bonne résolution spatiale, on sait ce qui se passe à quel endroit, mais par contre, au niveau temporel, eh ben, on est vraiment à côté. Donc on est finalement sur des approximations. Le dernier élément qui va un peu à l'encontre de cette approche neuromodulaire, qui est quand même séduisante sur le papier, on se rapproche un peu de l'homme-machine de Descartes en se disant, voilà, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne dans le cerveau, on va savoir sur quel bouton appuyer pour que la communication se fasse mieux, etc. etc. Mais le problème, c'est qu'on a aussi des résultats qui sont très contradictoires. Il y a pas mal d'études qui vont dans le sens d'une certaine hypoactivation de ce cerveau social. Il y en a d'autres qui vont aller dans le sens plutôt d'une hyperactivation. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne sait pas trop au niveau développemental comment ça se passe. Parce que est-ce que ces éléments de cerveau sociaux tels qu'ils sont décrits là, ils s'activent toujours de la même manière au moment du développement ? Probablement pas. On va avoir des moments dans le développement où on va avoir des enfants qui vont énormément rechercher la socialisation, d'autres ils vont être un peu plus en retrait, etc., etc. Ce qui rend l'interprétation de ces résultats encore plus compliquée. Désolé, un petit délai de latence. Il y a l'approche génétique dont on a parlé. Bon. Je vais continuer sans. Comme l'a décrit le professeur Xavier, l'interaction entre les gènes et l'environnement est extrêmement complexe. Dans le cadre du trouble du spectre de l'autisme, on a mis en évidence des centaines de gènes qui pourraient être en lien avec le trouble du spectre de l'autisme, en tout cas qui sont retrouvés chez des patients porteurs de troubles du spectre de l'autisme. On a aussi des formes dites syndromiques. Nous, quand on pose un diagnostic, quand il y a une anomalie génétique, on pose le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme et on dit dans un contexte de pathologie génétique X ou Y. L'exemple que je donnais là, c'est le X fragile. Et dans le X fragile, si on prend une population de patients qui ont un X fragile, il y a 8 à 30% des patients qui ont un TSA. Donc on n'est pas du tout sur 100%. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien de causalité. J'ai un patient qui a un X fragile, donc il a un TSA. Et ça peut poser question, parce que des fois, on reçoit des parents en consultation qui viennent pour leur enfant et qui nous disent mon enfant, on lui a retrouvé cette anomalie génétique-là, et il est décrit dedans qu'il y a de l'autisme. Donc je pense que mon enfant est autiste. Est-ce que vous voulez bien poser le diagnostic ?
Donc on doit aussi un peu déconstruire finalement ces éléments-là et essayer de se rapprocher au plus du fonctionnement de l'enfant dans son individualité. Ce schéma, il montre quelques exemples de gènes qui peuvent être impliqués dans l'autisme. Là, il y a SHANK3, SCN2A, etc., etc. Donc, je vous l'ai dit, il y en a plusieurs centaines. Et si on prend ces gènes de manière individuelle, donc c'est la deuxième partie, là, où il y a le SHANK3 au milieu, ce qu'on voit que c'est les mêmes patients qui ont la même mutation ne vont pas avoir les mêmes difficultés. Certains vont même avoir aucune difficulté. Il ne va pas y avoir besoin de poser un diagnostic parce que c'est des patients qui fonctionnent très bien, donc du coup qui ne sont même pas des patients pour nous. D'autres vont exprimer plutôt une schizophrénie, d'autres un autisme, d'autres un handicap intellectuel ou une épilepsie, etc., etc. Donc ce modèle génétique, il a aussi des limites. Parce que comme je vous l'ai dit, la pénétrance, elle est incomplète. La pénétrance, c'est finalement l'idée qu'à partir du moment où on a la mutation, on va exprimer la maladie. Donc si on a la mutation, on n'est pas sûr d'exprimer, quand je parle de la maladie, dans le cadre du TSA, du trouble. Ce que nous disent les généticiens aussi, c'est que quand vous nous envoyez des patients qui ont un bon niveau intellectuel, qui n'ont pas de handicap intellectuel, eh bien dans la plupart du temps, on ne retrouve rien. Même en poussant les explorations le plus possible avec les connaissances actuelles de la génétique. Et le dernier élément, c'est les expériences qu'on fait sur les jumeaux homozygotes. Vous savez, les jumeaux homozygotes, finalement, ils partagent exactement le même patrimoine génétique. Dans les chiffres qu'on retrouve, quand il y a un jumeau qui a un trouble du spectre de l'autisme, le second, il a entre 50 et 90% de risque de l'avoir. Ça, c'est sur le papier. Donc on n'est pas non plus à 100%. Donc finalement, cette hypothèse génétique-là, elle n'explique pas tout. L'hypothèse qu'on a, elle est plutôt multifactorielle, avec dans l'idée qu'un facteur isolé ne peut pas expliquer la présentation clinique de l'enfant qu'on a en face de nous, et de l'adulte après, etc., etc. Ça, c'était un schéma qui était plutôt centré tout trouble du neurodéveloppement, où on reprend les éléments que vous a présentés le professeur Xavier, avec les éléments environnementaux qui pouvaient être prénataux. Donc en prénatal, ça va être finalement tout ce qui peut être infection maternelle. Mais si on prend deux enfants dont les mères ont eu une infection maternelle, la même, il y en a un qui peut très bien avoir un TSA et pas l'autre. Donc ce n'est pas un facteur explicatif. C'est la même chose que pour les IRM finalement. On a pris des patients qui avaient des diagnostics, on a regardé ce qui s'était passé pour eux dans le passé. Et on a dit qu'il y a certains éléments qui sont un peu plus saillants, qu'on retrouve un peu comme des facteurs de risque. Il y a les éléments génétiques, et puis il y a la question de l'épigénétique. Dans les éléments génétiques et épigénétiques, j'ai pour habitude d'expliquer aux familles que la génétique, c'est un peu comme un livre qui va expliquer certaines caractéristiques, notamment morphologiques, et que des fois, il peut manquer dans ce livre certains paragraphes, ou alors il y a des paragraphes du début qui peuvent être à la fin, ou alors il y a un paragraphe qui peut être multiplié 5, 10, 15, 20 fois, ce qui rend un peu illisible le livre. L'épigénétique, ça va être finalement la taille des caractères. Est-ce qu'on va réussir à lire à un moment ce livre ou pas ? Dans cette hypothèse multifactorielle, finalement, quand on veut penser les soins, on va les penser de différentes manières. Si on dit qu'on veut jouer sur l'environnement, il va falloir penser les mesures de prévention. Ça va être toutes les préventions de suivi des femmes pendant la grossesse pour limiter le risque d'infection. Ça va être l'interdiction, des peintures où il y a du plomb dedans, parce qu'on sait que le plomb, au-delà du saturnisme, ça peut être aussi un facteur de risque de troubles du neurodéveloppement. Pour la génétique, on est un peu plus limité. Il n'y a pas de thérapie génétique ou génique des troubles du neurodéveloppement. Ces patients-là peuvent bénéficier, et leur famille, d'un conseil génétique, ça c'est tout à fait possible, mais il n'y a pas de thérapie ciblée. Et après, notre arsenal thérapeutique, il va plutôt, à mon sens, jouer sur ce feedback dont vous a parlé le professeur Xavier, le feedback épigénétique, avec la notion de psychothérapie, la notion de rééducation, de traitement médicamenteux, s'il y a besoin d'un traitement médicamenteux à un moment, et de psychoéducation. J'aimerais bien insister sur cette notion de psychoéducation,
parce que c'est des approches qui sont recommandées, la psychoéducation ou l'éducation thérapeutique, si on fait le distinguo, avec dans l'idée qu'on peut être sur quelque chose d'individuel, aider l'enfant à mieux se comprendre, à mieux comprendre son fonctionnement. Mais pour faire ça, il faut penser une approche fonctionnelle et dimensionnelle. Il faut décrire à l'enfant son fonctionnement en disant ce qui est compliqué pour toi dans l'interaction sociale, c'est ça. Mais ce que tu as comme compétence, c'est ça. Donc peut-être que la difficulté que tu as avec tes amis, tu peux t'appuyer là-dessus pour pallier. Donc ça, c'est la psychoéducation individuelle auprès de l'enfant, de l'adolescent, de l'adulte. Mais il y a aussi la psychoéducation autour de l'environnement. Donc l'environnement qui soit parental, qui soit scolaire, qui soit aussi, je ne sais pas si les enfants font du sport, c'est important, hein, que les professionnels qui accompagnent ces enfants-là puissent comprendre le fonctionnement de l'enfant pour pouvoir s'adapter au mieux à ses besoins et lui permettre de se réaliser dans ses potentialités. Donc voilà moi un petit peu ce que je voulais vous expliquer sur le TSA, en tout cas vous présenter. Je pense qu'on pourra en rediscuter un petit peu par la suite et je vais laisser la parole au docteur Harry. Merci. Bon, je vais aller là-bas. Pardon. Ouais, voilà, comme ça je vous verrai mieux tous. Bon, bonsoir tout le monde, merci d'être venus nombreux pour nous écouter. Donc je suis le docteur Richard Harry, le médecin référent du centre expert TDAH. Donc voilà, je viens vous parler un petit peu de cette problématique. Alors il y a beaucoup d'éléments que mes collègues ont déjà évoqués dans leur présentation. On va revenir un petit peu dessus ensemble et je vais essayer de prendre le prisme donc, du trouble déficit d'attention avec hyperactivité pour clarifier tout ça. Donc le propos va s'articuler en 3 points. On va parler un petit peu de généralité autour du trouble, essayer de le définir, d'avoir quelques notions du devenir des personnes qui souffrent de ce trouble. Voilà, revenir sur des choses assez concrètes sur ce que c'est et les enjeux qui sous-tendent ce trouble et le diagnostic qui va avec. Ensuite, on va parler un petit peu étiologie, donc terme médical pour parler des causes. Discuter ensemble de ce côté qui peut être un petit peu polémique parfois. Hein. Pourquoi le TDAH? D'où ça vient? Est-ce que c'est du gène? Est-ce que c'est de l'environnement? Est-ce que c'est autre chose? Un mécanisme plus complexe qui est à appréhender. Et puis enfin, de parler un petit peu de la question donc, du devenir chez les adolescents et les adultes et de ce que ça peut impliquer sur le plan de la prise en charge. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un enjeu au niveau du trouble déficit d'attention sur le parcours, la trajectoire de vie. Alors je veux dire des enfants pour qui on pose le diagnostic puisqu'on essaie de le faire le plus précocement possible. Donc il y a vraiment un enjeu autour de leur trajectoire et le soin est vraiment articulé autour de cet enjeu. Donc voilà un petit peu les 3 points, les généralités, les causes, le devenir avec la prise en charge qui va avec. Donc sur le plan des généralités, donc déjà le premier point qui est essentiel, c'est qu'on est donc sur un trouble du neurodéveloppement. Comme tous les troubles du neurodéveloppement, on a l'idée que ça apparaît dans l'enfance, c'est-à-dire que ça doit être quand même repéré dans les premiers temps du développement. Alors on est souvent sur un diagnostic qui a lieu en âge scolaire, mais de plus en plus on peut suspecter le diagnostic à des âges plus précoces. Donc je vais beaucoup citer au cours de mon propos la recommandation de la Haute Autorité de Santé de l'été 2024, qui a permis de clarifier quand même beaucoup d'aspects autour du diagnostic du TDAH, mais aussi de la prise en charge. Donc, dans la recommandation, on commence à évoquer la possibilité de discuter le diagnostic dès l'âge de 5 ans, à condition d'avoir des arguments solides pour. Bon, voilà, en tout cas, l'idée, c'est qu'on est à peu près sur l'âge de l'entrée en milieu scolaire. Voilà. Donc, un trouble qui apparaît dans l'enfance, un critère d'âge qui est important. Alors, dans les classifications, on est monté à 12 ans. Avant, il fallait que ça ait débuté avant 7 ans, parce qu'on voit qu'il y a aussi des formes d'apparition un petit peu plus tardives. Et l'idée, c'est de ne pas s'interdire de pouvoir poser le diagnostic si, dès l'âge de la marche, on n'était pas dans une instabilité motrice et psychique franche. Donc, il y a ce critère d'âge qui est vraiment essentiel. Et donc, pour la question des généralités aussi, de parler donc, du fait qu'on est sur un trouble alors qui n'est pas totalement chronique. C'est-à-dire qu'il y a quand même des personnes qui vont évoluer favorablement. On dit que dans 2/3 des cas, il va y avoir une persistance à l'âge adulte. Donc, là, on est justement sur quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que la persistance à l'âge adulte va
d'une part, montrer qu'on est obligé de prendre en considération cette trajectoire, et il faut aussi se méfier sur la modification de présentation du trouble, qui, à travers les âges, peut prendre un aspect différent. Donc, dans le trouble déficit d'attention avec hyperactivité, on a 3 dimensions qui sont classiquement décrites et qui vont coexister dans des proportions différentes. On a ce qu'on appelle l'hyperkinésie, donc une tendance au mouvement excessif. On va avoir l'impulsivité qui peut être verbale, donc des enfants qui vont couper la parole, qui vont répondre trop vite en classe, et qui vont donc avoir ce type de difficulté. Elle peut être motrice, le coup qui part trop vite, et l'enfant qui se dit « Oula, j'aurais pas dû faire, mais trop tard, c'est parti ». Et l'impulsivité cognitive. « Zut, je connaissais la réponse, mais j'ai répondu trop vite, donc je me suis trompé ». Donc on a cette impulsivité. Et enfin, les difficultés de concentration et d'attention, où là, on va être sur des difficultés à écouter longtemps, à écouter une seule chose, si vous avez du bruit autour, ou alors, par exemple, à écouter tout en écrivant. On a différents types d'attention. Là, on vient sur un côté un peu dimensionnel, c'est-à-dire qu'on peut à chaque fois segmenter ces différents champs donc, qui définissent le trouble. Donc voilà, 3 grandes dimensions qui peuvent être parfois exclusives. Alors chez les jeunes filles, on sait qu'on a beaucoup de formes inattentives prédominantes. On entend souvent parler de jeunes garçons qui sont assez agités, donc pour lesquels on va nous alerter facilement, puisque à l'école, c'est compliqué. Ils font du bruit en classe, ça va gêner l'enseignant. Donc on est vite interpellé, les familles sont interpellées et viennent nous trouver en disant voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il a autant de soucis en milieu scolaire. Donc là, on est souvent sur des formes un peu plus mixtes, et il existe aussi des formes hyperactivité, impulsivité prédominantes. Donc voilà un petit peu les grandes dimensions. Il y a un critère qui est essentiel, c'est le retentissement sur la vie de tous les jours. Comment différencier un enfant rêveur ou un enfant dynamique d'un trouble déficit d'attention avec hyperactivité, ou sans hyperactivité d'ailleurs. On est là vraiment sur le fondement diagnostique. Pour parler de trouble, pour parler d'une atteinte à la santé, il faut qu'il y ait donc cette atteinte fonctionnelle. Il faut que ça pose une gêne dans la vie de l'enfant, et une gêne donc qui amène cette plainte dont on parlait tout à l'heure. Donc le retentissement fonctionnel, qui est souvent associé de toute façon à tous les diagnostics psychiatriques, est quand même un élément essentiel. Et donc je vous ai parlé de l'intérêt pour la trajectoire. Donc voilà un petit peu ces différents points sur ce que c'est, quand est-ce que ça commence et qu'est-ce que ça devient. Ce que devient le trouble, je vous en parlerai un petit peu plus sur la fin, je passe très vite maintenant. Alors, pourquoi s'y intéresser? L'argument principal, c'est que ça touche beaucoup de personnes. Quand on parle de 5% des enfants d'âge scolaire, alors on trouve des prévalences différentes selon les pays. Ce n'est pas dû au fait que c'est plus ou moins fréquent selon les sociétés. Il y a beaucoup d'éléments contextuels qui vont faire que c'est plus ou moins diagnostiqué selon l'endroit où on se trouve. Mais on est à peu près à 5% partout. Donc 5%, c'est 2 à 3 enfants par classe. Voilà. Donc on voit bien que ce n'est pas anodin, ça va toucher beaucoup d'enfants. Et donc, si on ne s'occupe pas de ces 2-3 enfants par classe, ça peut quand même poser un problème certain. Donc on est sur un enjeu de santé publique, dans la mesure où ça va toucher beaucoup d'enfants. Ensuite, il y a un autre élément d'importance dans les généralités. On en a parlé tout à l'heure, la comorbidité, donc l'apparition de plusieurs troubles ensemble. Tout à l'heure, le professeur Xavier citait donc Gilbert, qui parlait de ça dans différents articles, le fait qu'on a rarement un trouble déficit d'attention seul. Il est très fréquent qu'il soit associé à des troubles des apprentissages qui vont s'exprimer notamment sur le langage écrit. On entend beaucoup le trouble oppositionnel avec provocation, donc cette dimension oppositionnelle qui va être au premier plan et qui va faire que très souvent il y a plainte. Ensuite, on a malheureusement parfois une évolution vers ce qu'on appelle les troubles des conduites, où il peut y avoir vraiment des actes délictuels, voire délictueux, qui apparaissent et qui vont avoir justement un côté très péjoratif pour le fonctionnement de l'enfant, l'adolescent, puisqu'en général, là, on est un petit peu plus avancé en âge, et donc pour son pronostic au sens de l'insertion sociale et voilà, de ce qu'il pourra faire donc dans sa vie de tous les jours. Donc cette comorbidité, cette association de troubles, elle est très fréquente, et on parlait tout à l'heure du fait que dans la famille des troubles neurodéveloppementaux, donc la liste des troubles dont on parlait tout à l'heure sur la première présentation, eh bien très fréquemment vous avez des associations entre le trouble déficit d'attention et d'autres troubles.
Donc, un point qui est vraiment important, c'est que ce devenir donc, à l'adolescence, quand il est marqué par une évolution notamment vers des troubles des conduites, peut être un facteur de risque d'autres troubles très invalidants, comme les troubles de l'usage de substances ou des conduites à risque. Des conduites à risque qui peuvent être, donc on parle de la consommation toxique, mais pas que. Il y a la conduite automobile, il y a la sexualité. Beaucoup de problématiques que des fois on n'ose pas trop aborder avec nos adolescents, mais qu'il est vraiment nécessaire d'aller chercher en consultation, parce que si vous ne leur demandez pas si justement ils prennent ces risques-là, on ne peut pas l'identifier, et il y a une mise en danger pour eux qui peut être vraiment délétère. Donc voilà, on a vraiment cet enjeu pour nos populations adolescentes, de repérer les difficultés auxquelles ils sont exposés. Le diagnostic de troubles déficit d'attention dans l'enfance amène à l'adolescence à être extrêmement vigilant à l'évolution que cela peut prendre. Voilà, donc aussi ce point-là dont on reparlera un petit peu sur la fin. C'est bon. Alors, la question des causes. Le trouble déficit d'attention a été une entité sujette à débat, dans le sens où il y a eu une forte opposition. Alors, j'ai enlevé la partie historique parce que c'était trop long. Je vais vous la faire très vite. En clair, le modèle anglo-saxon, c'est hypothèse lésionnelle. Il y a une lésion quelque part qui fait qu'on a des symptômes qui apparaissent. Là où, en France, on était plutôt sur la notion d'instabilité psychomotrice, donc l'instabilité psychique, côté plus attentionnel, instabilité motrice, le côté plus agitation, l'instabilité psychomotrice qui pouvait être sous-tendue par des causes éducatives. On parle de modèles médico-éducatifs. Alors là, c'est l'héritage de Pierre Mal, notamment. Bon, voilà, je vais passer rapidement sur ces questions-là, mais il y avait vraiment une différence conceptuelle entre les visions donc françaises ou anglo-saxonnes. Et cette discussion-là, elle fait vraiment écho au côté, est-ce qu'on est plus vers le neurologique, est-ce qu'on est plus vers le psychiatrique? Et ça a été quand même un grand débat. Au total, on se rend compte que, comme tous les autres troubles neurodéveloppementaux, le trouble déficit d'attention est vraiment sous-tendu par des causes multiples et complexes. Alors, est-ce qu'on a du gène dedans? Oui, bien sûr, mais pas que. Est-ce qu'on a un gène du TDAH? Non. Par contre, il y a une chose qui revient très souvent dans les entretiens. Une question qu'on pose aux parents. Madame, monsieur, est-ce que vous vous reconnaissez dans les symptômes de votre enfant? Et la réponse, elle est très souvent oui. Et sa grand-mère dit qu'il était comme moi quand j'étais petite. Donc, on a souvent cette question-là qui interpelle en se disant, mais on voit bien que dans les familles, on va retrouver, chez les apparentés au premier degré, plus de troubles déficit d'attention qu'en population générale. Donc, on a des facteurs génétiques, mais pas un gène spécifique. On a une complexité en lien avec les interactions gènes et environnement dont on a parlé tout à l'heure. Alors, on a donc parlé un petit peu de la question de l'épigénétique. Donc, déjà, avant de revenir sur l'épigénétique, je reviens sur le côté purement génétique. Comment on sait qu'il y a une part génétique? On a eu plusieurs stratégies qui nous montrent que c'est clairement établi, notamment les études de jumeaux. La gémellité, elle peut être homozygote ou hétérozygote. Vous allez partager dans la gémellité hétérozygote 50% du patrimoine génétique avec votre jumeau. À l'inverse, en homozygote, on est à 100%. Et si on est dans des environnements similaires ou différents, on voit qu'on peut jongler un petit peu sur l'étude de ces populations pour voir si on a bien une concordance dans les symptômes chez les jumeaux qui ont donc des génomes similaires ou non, etc. Donc, on a ces possibilités. On a des études d'adoption. On a aussi poussé un petit peu les choses, notamment pour l'impact de facteurs comme le stress maternel, jusqu'à comparer des situations où on a une maman qui a donc porté son enfant, ou alors les situations de procréation médicalement assistée, où là on va avoir soit l'impact génétique, soit une étude d'une éventuelle toxicité directe du stress maternel. Et on voit que c'est plutôt le côté génétique qui prend le pas. Bon, il y a aussi une chose qui est vraiment essentielle, c'est que, je m'arrête un petit peu sur ce sujet-là pour mettre vraiment une donnée concrète. Quand on suit des petits patients,
on voit souvent que chez leurs parents, il peut y avoir des difficultés importantes. Alors, je pense plutôt aux enfants qu'on peut rencontrer dans des dispositifs psychiatriques assez intensifs, où là, justement, on voit les enfants qui sont les plus en difficulté. Il n'est pas rare de voir des trajectoires péjoratives partagées par les parents. On voit aussi des enfants qui ont des vécus de placement, donc qui ont quitté leur milieu familial en lien avec des difficultés trop importantes. Et très souvent, on retrouve donc chez les parents de ces enfants des difficultés qui nous font penser à ces syndromes. Et là, on comprend que les diagnostics sont parfois difficiles à poser. Parce que quand on pense à des facteurs environnementaux, donc par exemple des carences affectives ou des éléments de ce type-là, on pense plus à des troubles dits de l'attachement, on ne pense pas forcément aux troubles neurodéveloppementaux. Mais si les parents souffrent de TDAH et qu'on sait qu'il y a une agrégation familiale, donc il y a des facteurs aussi génétiques, là vous voyez qu'on se retrouve dans une situation un peu piégeuse, puisqu'on va dire oui, mais cet enfant il a vécu de la carence affective, il y a eu un placement, soit, mais il a quand même aussi des facteurs génétiques. Donc c'est quand même très complexe tout ça. Vers quoi penchons-nous? Est-ce qu'on est dans l'idée que ce sont les troubles de l'attachement qui s'expriment? Ou alors est-ce qu'on est devant un trouble déficit d'attention avec justement ce côté partagé au niveau familial? Sachant que la symptomatologie de ces troubles, en plus pour ne pas nous aider, elle est très proche. Donc là, on voit la complexité diagnostique à laquelle on peut être exposé au quotidien et cette intrication complexe entre du gène, de l'environnement et la modulation qu'il peut y avoir de l'un sur l'autre. Alors, ouais, ok, ça c'est bon, ça va. Bon. Alors, petit point rapide quand même sur les facteurs d'environnement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on appelle les facteurs d'environnement? Si on veut scinder un petit peu, il y a deux catégories. Il y a ce qui est du précoce et du plus tardif. Le précoce, ça va être par exemple, même dès la vie fétale, quand il y a présence de diabète gestationnel, d'hypertension artérielle. Ce sont des questions qu'on pose dans les entretiens. On va demander aux familles, on va demander, bon là c'est la maman qui va nous répondre, hein, la plupart du temps, encore que les papas participant aux entretiens peuvent aussi en parler puisqu'ils ont été témoins. Est-ce qu'il y a eu donc des facteurs de risque périnataux, type diabète gestationnel pendant la grossesse, hypertension artérielle gravidique, des épisodes infectieux? Est-ce qu'on est dans des contextes de prématurité? Est-ce qu'on est dans des contextes où il y a eu de la souffrance néonatale? Et donc, la création finalement d'une forme de terrain de vulnérabilité avec des facteurs d'environnement précoces. Et ensuite, vous avez des facteurs d'environnement plus tardifs, où là, on est sur les événements de vie adverses. Voilà. Donc, ça va être les stress importants. Donc, ça peut être ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, des difficultés dans le quotidien, mais il peut y avoir de multiples facteurs qui génèrent du stress chez les enfants. Alors, l'idée qu'il y a ensuite derrière l'interaction entre ces facteurs d'environnement et ces facteurs génétiques, c'est qu'on va vite se retrouver dans une expression sur un terrain de vulnérabilité. Alors, l'épigénétique, si on définit rapidement les choses, vous avez votre génome qui va s'exprimer. L'épigénétique, c'est de se dire qu'il y a une modification de l'expression du génome sans que le génome lui-même ne soit changé. Les suites de nucléotides, ce sont les mêmes. Par contre, vous avez des petits brins de CH3, là, la méthylation, qui va se faire différemment et qui va faire que votre génome va s'exprimer différemment sous la pression de l'environnement. Et donc là, dans le cas de notre TDAH, on en arrive à l'idée qu'on a une forme de vulnérabilité génétique qui viendrait s'exprimer plus facilement si vous avez des facteurs environnementaux qui viennent appuyer dessus. Et là, on arrive... Alors, j'ai noté ce terme de modèle diathésique, qui est un terme médical un peu vieilli, mais c'est l'idée d'une forme de susceptibilité génétique, de vulnérabilité génétique. Donc, on peut être vulnérable à un trouble, l'environnement vient appuyer sur cette vulnérabilité pour favoriser son apparition. Donc, on arrive à ce modèle qui est un modèle partagé avec d'autres troubles psychiatriques, de nombreux troubles psychiatriques. Je pense par exemple aux troubles psychotiques, donc des altérations du rapport à la réalité, où on parle d'une hypothèse neurodéveloppementale, qui est un peu basée sur la même chose, c'est-à-dire des facteurs d'environnement qui viennent appuyer sur un terrain de vulnérabilité. Bon. Et ce croisement, il est très intéressant parce qu'on se rend compte, là, des ponts qui peuvent être faits entre des entités qui paraissent très délimitées, mais qui, finalement, vont se recouper sur certains aspects. Et là, on peut faire un lien avec le devenir. Que peuvent devenir des troubles attentionnels dans l'enfance? Eh bien, ils peuvent soit se chroniciser, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec donc une attention toute particulière
à l'apparition de troubles des conduites ou de troubles qui pourraient être particulièrement invalidants pour l'enfant. Et il faut aussi être très vigilant à ce qu'il n'y ait pas d'autres troubles qui apparaissent ultérieurement. Et pour être efficace dans ces situations, il faut repérer les choses le plus vite possible pour agir le plus vite possible. Un principe de détection précoce et d'intervention précoce qui est partagé dans la quasi-intégralité des recommandations autour des troubles du développement et même des troubles psychiatriques ultérieurs. Alors souvent on oppose neurodéveloppement et psychiatrie, mais vous voyez que finalement, enfin là je parle un peu dans le vocabulaire commun, on voit bien à quel point les liens peuvent être proches et à quel point il faut prendre en compte tout cela dans la trajectoire développementale. On ne peut pas être sur une photographie à l'instant T, il faut vraiment voir les choses dans la durée. Voilà, alors il y a un petit schéma après. Bon, il fait un petit peu peur, hein, vu comme ça, mais ça reprend ce que je disais. Donc, alors je prends l'exemple des troubles psychotiques. C'est vrai qu'on en parle peut-être un petit peu moins, et c'est quelque chose qui peut être un petit peu effrayant parce que on voit bien que quand on dit le mot psychose, on a, voilà, dans la littérature, l'art, etc., le côté un peu parfois stigmatisé encore. Hein. Enfin, bon. Voilà, c'est quelque chose qui peut être des fois un petit peu difficile à aborder, mais on voit à quel point on peut partager des mécanismes communs dans l'apparition de ces troubles ou d'autres troubles du développement plus précoce. Et donc, si on réfléchit en gènes et environnement, on a ces parallèles où on voit qu'il peut y avoir donc des facteurs de risque à la fois périnataux partagés, des facteurs génétiques, des antécédents familiaux qu'on retrouve plus facilement, des mécanismes communs au niveau de la psychopharmacologie, donc les mêmes systèmes de neurotransmetteurs qui peuvent être touchés, et finalement des facteurs protecteurs pour l'un et pour l'autre. Bon, je passe rapidement pour ne pas être trop technique, hein, sur ces questions-là, mais voilà, c'était vraiment pour parler de l'intérêt des trajectoires, du fait qu'il ne faut pas s'arrêter juste à l'âge de l'enfance et à ce qu'on peut y voir, mais avoir vraiment une attention toute particulière sur l'évolution des enfants qu'on voit, puisqu'il y a de nombreuses choses qui peuvent apparaître ultérieurement. Donc, on était parti initialement pour comprendre les mécanismes d'apparition des troubles sur des hypothèses basées sur l'efficacité des traitements médicamenteux. Donc, par exemple, ce qui a longtemps opposé les troubles attentionnels avec d'autres troubles tels que les troubles psychotiques, c'était l'idée que d'un côté, on avait une hyperdopaminergie et de l'autre, une hypodopaminergie. Donc, neurotransmetteur, la dopamine, le fait que quand vous aviez des éléments productifs, donc des choses concernant le rapport à la réalité, des éléments délirants ou hallucinatoires, on faisait trop de dopamine, donc il fallait baisser le seuil avec un traitement dédié, et à l'inverse, les troubles attentionnels étaient liés à une hypodopaminergie, il fallait remonter le taux de dopamine, donc une opposition un petit peu dichotomique. Et on était parti sur ces hypothèses-là pour comprendre les mécanismes physiopathologiques des troubles. Bon, on se rend compte que c'est beaucoup plus complexe que ça et que finalement, on est sur des modèles un petit peu plus d'activation tonique et phasique. C'est un petit peu comme si vous aviez une voiture et que vous vouliez rétablir sa direction. On ne met pas des grands coups de volant, on va ajuster délicatement. Donc, quand on a des décharges trop importantes ou à l'inverse pas assez de réaction, on a du mal à maintenir la trajectoire. Donc voilà, on est sur des modèles plus fins où on n'est plus dans de l'opposition hypo-hyper. Et aujourd'hui, on est passé dans l'idée qu'on a vraiment des mécanismes de connexion cérébrale et d'autres mécanismes qui sous-tendent le neurodéveloppement qui sont à l'œuvre pour comprendre la cause de ces troubles et aussi les rapprochements qu'on peut faire à certains endroits. Et donc la recherche va plutôt dans ce sens-là, à essayer d'identifier beaucoup plus ces mécanismes, puisque voilà, le développement cérébral est un processus extrêmement complexe qui peut être perturbé à de nombreux moments. Et donc une meilleure compréhension de ces perturbations va nous permettre d'identifier, je l'espère, voilà, dans un futur proche, à la fois donc, des pistes de compréhension et aussi des pistes thérapeutiques. Regarde là, hop. Bon, la question du devenir, je vous en ai parlé un petit peu, c'est un schéma qui vient du livre Enfance et psychopathologie. Alors, l'idée étant que, voilà, quand on a une association entre un trouble attentionnel et des troubles positionnels avec provocation, il faut vraiment être très vigilant à l'apparition de troubles des conduites et d'autres troubles tels que les troubles d'usage de substances ou des conduites à risque. Bon, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est un schéma pour reprendre un petit peu ces éléments-là. La recommandation HAS 2024 donc, évoque très clairement le risque d'augmentation des accidents, des conduites addictives, des conduites suicidaires et d'activités délictuelles, notamment chez les adolescents. Donc là, on voit bien que les enjeux sont majeurs.
Il faut être extrêmement vigilant à l'évolution des troubles. C'est très documenté quant au fait que le TDAH peut évoluer à l'adolescence vers des complications très sévères auxquelles il faut être extrêmement vigilant. Et donc il y a aussi un risque d'aggravation et des conséquences psychologiques, scolaires, familiales et sociales en cas de retard diagnostique ou d'intervention thérapeutique. Donc vraiment, ce côté, un devenir qui pourrait être péjoratif. Et c'est là justement que la place des soins est capitale, dans le sens où les soins qu'on va prodiguer vont viser à enrayer les trajectoires péjoratives. Et là, on en revient à la question de l'enjeu de santé publique, c'est-à-dire le fait qu'il est essentiel de proposer des interventions adaptées, sur mesure, personnalisées au profil des enfants, pour éviter qu'on rentre dans une trajectoire beaucoup plus difficile. Donc ces interventions, elles peuvent être, comme on le disait tout à l'heure, axées sur l'enfant, mais aussi elles peuvent être axées sur la famille. Et là, on rejoint la notion d'environnement. C'est-à-dire que l'environnement est souvent décrit comme quelque chose de compliqué, en se disant oui, mais si l'environnement ne va pas, il va y avoir des troubles qui vont apparaître. L'environnement est aussi un formidable levier d'action. C'est-à-dire que si on soutient efficacement les familles d'enfants qui présentent des troubles type TDAH, on peut obtenir des résultats extraordinaires. Et c'est le sens des programmes de psychoéducation. Quand on prend les soins qui sont prodigués dans des centres médico-psychologiques, donc des structures spécialisées d'accompagnement des enfants, on a à peu près, quand on se débrouille bien, 45 minutes par semaine avec les enfants. Et là, je parle pour nos collègues qui s'occupent des soins réguliers. Donc, ils vont être sur des suivis psychologiques, d'orthophonie, en psychomotricité, ergothérapie, etc. Donc, on a un temps qui est réduit avec les enfants. Mais le temps passé en famille, il est beaucoup plus important. Donc, si les outils qui sont utilisés sont transposés dans le milieu de l'enfant, l'efficacité va être beaucoup plus importante. Donc les programmes de psychoéducation, par exemple, peuvent tendre à obtenir cet effet-là. Et donc utiliser les ressources qu'on peut avoir dans le milieu de l'enfant pour aider à le soigner et éviter une évolution péjorative. L'idée est vraiment que aujourd'hui, on a un travail qui est vraiment orienté vers les familles. Et la recommandation mentionne les programmes d'éducation thérapeutique comme le premier levier à saisir, et même avant qu'on ait posé le diagnostic. Donc imaginez si une famille est en difficulté avec des troubles attentionnels ou oppositionnels chez leur enfant, alors on peut leur proposer ces programmes, même sans avoir tranché, est-ce qu'on est sur du TDAH, du trouble d'attachement ou que sais-je. On peut proposer ces programmes-là. C'est même recommandé. Donc on est vraiment invité à développer le plus possible ce type d'intervention. Je parle des psychothérapies cognitivo-comportementales et émotionnelles. Bon, c'est pour les citer parce que voilà, ce sont aussi des leviers d'action auprès de l'enfant. Et également, une petite note, je regarde l'heure pour ne pas déborder, sur l'aspect médicamenteux. Alors, les traitements médicamenteux, chez les enfants, ça peut, pas choquer, mais si, ça peut choquer. Des fois, on a des familles qui nous disent moi, je suis contre les traitements, je ne veux pas de traitement pour mon enfant. Dans l'idée que ça peut être quelque chose de délétère à long terme et que voilà, ce n'est pas facile à accepter. Donc, le traitement, en plus du TDAH, il porte un nom qui est un petit peu inquiétant. On parle de psychostimulant. Alors, donner un psychostimulant à un enfant, ça ne sonne pas forcément très vendeur. Bon, effectivement, ce traitement, même si son nom fait un peu peur, il a quand même montré une efficacité redoutable et surtout, il est très documenté puisqu'on l'utilise depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il va permettre de faire en étant utilisé en deuxième intention si les mesures non médicamenteuses n'ont pas fonctionné? Il peut éviter des ruptures de parcours, il peut éviter l'éviction scolaire. Il peut éviter que dans des familles épuisées, les conséquences des troubles du comportement de l'enfant soient particulièrement négatives. Et je pense, pour en parler sans tabou, au risque de maltraitance. C'est-à-dire qu'un enfant qu'on doit gérer tout le temps, qui va présenter des symptômes très importants d'agitation, d'opposition, les parents peuvent être, au bout d'un moment, complètement épuisés. Et s'ils ne reçoivent pas le soutien adéquat, il peut y avoir des conséquences dramatiques. Donc, bien sûr, ça peut paraître difficile de prescrire un traitement médicamenteux chez les enfants jeunes, mais les traitements psychostimulants ont un effet qui est quand même très souvent bénéfique
et qui peut permettre d'infléchir une trajectoire difficile à la fois dans l'enfance pour les risques que je viens d'évoquer, mais aussi à l'adolescence s'il peut y avoir des comportements à risque ou des choses qu'on identifie comme amenant à se poser la question de la prescription. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc, on a parlé du méthylphénidate comme principal traitement psychostimulant. Il y a d'autres molécules qui commencent à pointer le bout de leur nez, qui ne sont pas encore commercialisées et utilisables, mais peut-être que dans un futur proche, on aura aussi un panel pharmacologique beaucoup plus large, qui nous permettra une action encore plus intéressante et efficace sur les troubles de ces enfants. Voilà ce que je voulais vous dire sur le TDAH. Bon, on en reparlera sans doute sur la question sur le temps des questions-réponses. Hein. N'hésitez pas à revenir sur certains aspects. Et je vais laisser la parole à mon collègue, le professeur Xavier, pour la conclusion. Merci. Merci Richard. Eh bien, donc nous arrivons doucement à la conclusion de cet exposé. Attends, je suis parti sans la... Merci. Bon, de toute façon, il y a juste une diapo. Bien, donc, vous avez compris que nous avons insisté sur la diversité dans l'expression des troubles du neurodéveloppement, que nous avons aussi insisté sur le fait que, eh bien, à chaque étape du développement, les troubles ne vont pas s'exprimer non plus de la même façon. Ce que vous a dit le docteur Harry, c'est qu'un enfant avec TDAH, à 6 ans, à 8 ans, à 12 ans, à 15 ans, eh bien, il ne va pas exprimer les choses de la même façon. Vous avez aussi entendu effectivement le docteur Villiers parler à la fois d'une approche neuromodulaire chez les enfants avec troubles du neurodéveloppement, et puis il a aussi mis l'accent sur l'environnement. Ce qu'on peut dire, c'est que tout enfant, eh bien, se développe dans son interaction entre les aspects neurologiques, la maturation qu'il peut avoir de son cerveau, et puis son interaction. Il se construit dans l'interaction avec l'environnement. Voilà. Donc, c'est effectivement le cas aussi pour les troubles du neurodéveloppement. Et puis, finalement, les soins que nous pouvons apporter, le projet de soins, le projet d'accompagnement, il est là pour penser finalement à offrir à l'enfant la possibilité de s'ajuster à son environnement. Comment est-ce qu'il peut s'adapter à son environnement? Quand on donne par exemple de la Ritaline à un enfant, eh bien, c'est pour qu'il puisse s'adapter un peu plus à la situation scolaire et avoir un vécu de cette situation scolaire plus satisfaisant. Et puis la prise en charge, elle est aussi parentale, familiale, guidance en termes d'ajustement de l'environnement orienté vers cet enfant. Donc on est vraiment dans cette interaction entre l'enfant et l'environnement pour essayer de favoriser des liens et un meilleur accompagnement et un meilleur ajustement de l'environnement à cet enfant. Voilà, donc c'est quelques mots pour dire qu'effectivement, il n'y a pas une cause dans les troubles du neurodéveloppement, c'est plurifactoriel. Il n'y a pas de traitement spécifique, on n'a pas de traitement de l'autisme, de traitement du TDAH pour guérir donc ces troubles-là, la fréquence des comorbidités, et donc l'intérêt de cette approche fonctionnelle qui s'appuie, comme je vous l'ai dit, sur finalement l'évaluation de différentes dimensions développementales, sur l'évaluation de l'autonomie de l'enfant pour favoriser l'ajustement de l'enfant à son environnement, qu'il puisse saisir les potentialités qui lui sont offertes et que l'environnement soit plus ajusté à lui. Voilà, merci pour votre attention et nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour ces 3 interventions qui étaient très riches. Et je vois déjà un doigt qui se lève, donc je vais vous tendre le micro. Voilà, j'attends que les personnes qui quittent la salle. Voilà, hop, je vais essayer d'aller jusqu'à vous. Juste pour essayer rapidement de cerner le problème, une de nos filles, qui a près de 40 ans, vient de trouver elle-même qu'elle est TDA, pas H. Sans le H, oui, grâce au livre récent de Catherine Testa, vous le connaissez peut-être, ça vient de paraître. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des livres, comme le livre que vous connaissez peut-être, qui est tout récent, qui a quelques jours, si j'ose dire,
c'est la télévision qui nous l'a montré. Alors, ce qui est très ennuyeux, ce que nous avons bien sûr retracé nous-mêmes, en se renseignant, les très nombreux symptômes lors de son parcours, qui est un parcours de près de 40 ans. Je pense que c'est commencé très tôt. Elle coche presque tous les symptômes, si vous voulez, jusqu'au symptôme qui est terrible, dysphorie de sensibilité au rejet. C'est un éclatement absolument ahurissant. J'ai la liste des symptômes. Elle semble cocher toutes les cases. Le problème, c'est qu'elle a des difficultés de comportement, sociaux, etc. Elle avait une activité comme la facilité de chambre d'hôte, d'accueil touristique. Il y a sans arrêt des problèmes. Et elle sort du réel. Donc elle perd, si vous voulez, elle ne peut pas continuer. C'est une activité qui ne sera pas rentable. Elle se fait des illusions sur ce qu'elle pourrait faire. Elle est décidée à sortir complètement de ça, de prendre un break. Et puis, mais le malheur, c'est que nous sommes âgés et qu'on ne sait pas ce qui va se passer pour elle par la suite. Donc c'est un cas tardif qui a été décelé malheureusement tardivement. Je vais vous passer mon épouse. Elle a été prise en charge à l'âge de 14 ans, mais c'était il y a 22 ans. Alors, c'est un petit peu difficile pour nous, d'ailleurs, à Laborie. Mais bon, maintenant, que faire? Attendez juste une seconde. Le problème, elle a lu un de ses livres, et après, elle est complètement bloquée. On ne peut pas lui recommander quoi que ce soit. C'est un blocage, je ne sais pas comment on peut surmonter pour qu'elle fasse déjà un diagnostic. Ce qu'on peut simplement peut-être mentionner en attendant que peut-être quelqu'un, parce que finalement c'est un témoignage que vous nous apportez là, plus qu'une question. Ce que je voudrais simplement vous pointer, c'est que notre institut, et notamment le Centre Ressources Autisme, mais notre institut plus globalement, travaille en étroite collaboration avec le service adulte, donc le centre adulte, le CEA. Je suis fatigué, j'ai oublié les initiales, alors je les connais très très bien. C'est le centre expert autisme, effectivement, à Niort. Et donc, il y a possibilité de consulter le docteur Fiard. Voilà, effectivement, la mémoire me revient. Le docteur Fiard, avec lequel nous travaillons régulièrement et qui partage tout à fait finalement nos points de vue, notre façon de travailler sur l'approche fonctionnelle. Donc, je me permets de dire ça, hein, pour les personnes adultes qui souhaiteraient finalement consulter, avoir des diagnostics. Nous travaillons avec le docteur Fiard et le CEA. Merci. Est-ce qu'il y a... une autre question, je me dirige vers vous. S'il y a des gens dans le planétarium qui souhaitent poser des questions, il faut qu'ils reviennent dans la salle où on est actuellement, s'il vous plaît. Oui, je voulais poser la question par rapport à vous parlez de 5% des personnes qui seraient touchées. Et est-ce qu'on a du recul par rapport au passé? Enfin, ça paraît un chiffre énorme. Et du coup, je me posais la question, est-ce que ça a toujours été? Ou est-ce que... Parce qu'on diagnostique aujourd'hui qu'on ne diagnostiquait pas avant, ou est-ce qu'il y a des changements dans la société qui feraient aussi augmenter ce nombre de personnes souffrantes? On parle TDAH, hein, c'est ça, pour les 5%? Oui. D'accord. Ben, alors, c'est une question qui est complexe parce que c'est sans doute polyfactoriel, dans le sens où aujourd'hui, on pose des diagnostics quand même beaucoup plus facilement qu'il y a une ou deux générations. Moi, j'entends très souvent en consultation les parents, je vous disais tout à l'heure, est-ce que vous vous reconnaissez dans les troubles de votre enfant? Oui. Et la question suivante, c'est est-ce qu'il y a eu un diagnostic de posé? Non. Donc, la prévalence est sans doute assez stable, mais il y a cette question des diagnostics qui sont posés. Après, il y a toute la question de l'aspect sociétal des choses. Bon, des facteurs environnementaux seuls, comme on l'a vu, ne permettent
pas de générer, enfin n'entraînent pas l'apparition de troubles, ils viennent appuyer sur une vulnérabilité. Et il y a aussi des éléments qui sont présents aujourd'hui dans le fonctionnement de la société. Tous les enfants sont scolarisés, donc ce qui est une bonne chose au niveau global, mais l'exigence scolaire amène à ce que tous les enfants soient confrontés au besoin de rester installés une journée sur une chaise pour apprendre des choses. Certains vont être plus à même de le faire que d'autres. Et donc, ça peut révéler des troubles qu'on n'aurait pas repérés dans un autre fonctionnement social. Donc, je pense que la réflexion est très large. Elle peut même aller toucher le champ des sciences humaines. Enfin, voilà, sur cette réflexion autour de l'évolution sociétale. Et elle n'appartient même pas qu'à la médecine. En tout cas, sur le côté médical, voilà comment moi je considérerais les choses. On diagnostique mieux aujourd'hui, on prend en compte ce trouble. On parlait tout à l'heure des conceptions différentes entre les cultures et les pays, et du fait que les choses se sont harmonisées assez récemment. Finalement, dans la classification des maladies, c'est-à-dire ce qu'on appelle la nosographie, le terme trouble déficit d'attention, il apparaît dans les années 80, avec la 3e version du manuel diagnostique et statistique qui classe les troubles. Avant, on avait d'autres terminologies. Donc l'harmonisation est très tardive et forcément le diagnostic aujourd'hui est beaucoup plus fréquent puisqu'il y a 1 ou 2 générations, ce n'était pas des diagnostics qu'on posait systématiquement. Si vous voulez conclure. Ce qu'on peut effectivement dire, c'est que les pédopsychiatres, puisque effectivement on parle des diagnostics chez les enfants et chez les ados là, eh bien les pédopsies progressivement s'autorisent à poser plus de diagnostics. Hein, mais effectivement, moi je dis ça parce qu'il y a pour certains collègues pédopsychiatres qui sont moins nombreux qu'avant, pour certains collègues, il y a effectivement peut-être une certaine prudence à poser un diagnostic avec la crainte de stigmatiser, finalement, certains disent d'enfermer l'enfant et de lui accoler donc une étiquette. Bon, moi je ne partage pas ce point de vue-là. Évidemment, il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas tout résumer par un diagnostic, un trouble du neurodéveloppement, parce qu'à ce moment-là, eh bien, on sort de ce qu'on vous a présenté. Mais je pense qu'on protège les enfants à poser des diagnostics et puis à les soulager. Alors, on parle de la Ritaline, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a tout ce qui concerne la psychoéducation et autres, et les aménagements scolaires. Donc, il vaut mieux nommer les choses et puis expliquer aussi à l'enfant, avec des mots simples, ce qu'il présente comme difficulté, ce qui ne pourra pas le soulager totalement, mais enfin qui pourra lui donner quand même un petit peu du sens. Donc moi, je suis plutôt dans cette idée-là. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, je pense qu'on s'autorise à poser plus de diagnostics. Après, il y a effectivement, comme le dit le docteur Harry, des aspects aussi sociétaux, voire culturels, parce que, par exemple, aux États-Unis, il y a une explosion des diagnostics de TDAH et il y a des prises de Ritaline en famille autour des repas. Bon. Donc, il y a des excès aussi dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut être nuancé, comme je dirais en toute chose, mais il faut pouvoir s'autoriser à poser des diagnostics, et je pense qu'on le fait de plus en plus, et c'est aussi notre rôle en tant que médecin de centre expert, parce que ce qu'on ne vous a pas dit tout à l'heure, c'est que nous travaillons dans la Vienne au sein du centre hospitalier à Bory et du pôle de pédopsie du centre hospitalier à Bory, mais c'est vrai que nous travaillons avec l'ensemble des équipes du Poitou-Charentes. Et nous pouvons travailler dans une démarche diagnostique, dans un travail d'appui, c'est-à-dire d'accompagnement de ces équipes. Et c'est aussi notre rôle, et c'est pour ça que nous nous prêtons, je dirais, au jeu que nous aimons bien, finalement, de pouvoir échanger sur ces situations-là, et parce que c'est sans doute en parlant, finalement, et en partageant aussi les connaissances que nous pourrons avancer sur le plan diagnostique. Et qu'on peut s'autoriser à poser des diagnostics que peut-être autrefois on... Voilà. Vous voulez compléter ? Et avec le recul que vous avez, est-ce que vous voyez une évolution Oui. Du nombre et Oui. Est-ce que vous avez aussi des inquiétudes sur la société à venir et sur les manquements de la prise en charge générale Voilà, en fait, c'est des inquiétudes qu'on peut avoir nous au quotidien. Moi, je suis professeur des écoles, Ouais. et je peux vous dire qu'on voit qu'il y a vraiment un déficit de la prise en charge des élèves aujourd'hui, et qui amène des problèmes. Et on se demande dans quel monde ça va donner. Et du coup, est-ce
Est-ce qu'on a un prisme déformant? Est-ce que enfin, voilà, qu'est-ce qu'il est... On peut avoir des inquiétudes dans les deux sens, donc c'est-à-dire les sous-diagnostics, l'absence d'une prise en charge précoce, c'est ce qu'on dit souvent, mais ce qui existe encore, ce qui est très vrai. On peut aussi avoir des inquiétudes en termes de diagnostic un peu hâtif. Mon enfant présente tous les critères de... Bon. Parfois, c'est vrai, parfois c'est un petit peu plus complexe que cela. Mais chacun fait ce qu'il peut. Donc, une évaluation plus globale, plus fonctionnelle, peut nous permettre effectivement d'ajuster les choses et d'être un petit peu plus précis aussi sur le plan diagnostique. Madame, vous souhaitiez intervenir? Je voulais savoir... Merci. À propos de la psychoéducation, je voulais savoir qui est en charge de ça, quels sont les personnels qui s'occupent de ça, si ça va jusque dans les écoles, parce qu'en effet, les familles évidemment directement concernées vont aller à des groupes de parents, mais pour le reste des intervenants autour des enfants, les professeurs, que ce soit de sport, comme vous avez dit, l'école, la musique, que sais-je, et professionnellement, qui est en charge de... Voilà. Alors, il y a beaucoup de modalités pour faire de la psychoéducation. Ça peut être en individuel avec une famille ou ça peut être avec des groupes de familles. En fait, beaucoup de professionnels peuvent assumer cette mission. Dans les centres médico-psychologiques sont formés des infirmiers, psychologues, éducateurs spécialisés, médecins aussi. Moi, j'en ai fait pas mal sur le CMP avec des familles aussi. Donc, ça peut être porté par plusieurs corps de métier. Voilà. Après, c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure de la logique de le faire sur un temps où l'enfant est beaucoup exposé et donc en famille, en vous en parlant, j'avais en tête l'école. Enfin, c'est aussi un endroit qui est fréquenté en quantité importante par les enfants. Pour autant, peut-on attendre voilà, du système scolaire ça, c'est voilà, c'est pas... Ou non, mais c'est ça. Après, sur la question du lien avec l'école, les enfants qui présentent des difficultés, alors que ce soit d'apprentissage ou comportemental ou autre, l'école a la possibilité, ou même les parents, de demander ce qu'on appelle des équipes éducatives, ou quand il y a un dossier des MDPH, des ESS. Et c'est aussi des temps d'échange autour desquels, finalement, on discute du fonctionnement de l'enfant, des difficultés qu'il peut avoir, des leviers qui ont déjà été mis en place qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas. Donc, si on prend la question de la sémantique de la psychoéducation, c'est finalement aussi questionner le fonctionnement de l'enfant dans un environnement. Et donc, tous ces temps-là sont aussi des temps dans lesquels on peut faire de la psychoéducation, même si ce n'est pas formalisé. Histoire d'égalité des chances, quoi, sur le territoire. Merci. Je vais aller au fond d'abord, après je reviendrai vers vous. Merci de bien vouloir prendre le micro pour poser vos questions, parce qu'effectivement, la soirée est enregistrée pour pouvoir les retrouver dans 15 jours sur le site internet de Mendes France. Bonsoir à tous. J'ai une question par rapport à la concentration. Les enfants qui ont des troubles du langage oral ainsi que des troubles de l'apprentissage, lecture, écriture, on a l'impression souvent ils ne sont pas attentionnés. Est-ce qu'ils doivent absolument faire un test de TDAH? Alors, peut-être que je commence à répondre, et puis Richard, tu peux aussi compléter. Lorsque les enfants présentent des troubles du langage oral ou troubles du langage écrit, eh bien, ils ont finalement, dans leur activité de langage oral ou de langage écrit, eh bien, cette activité n'est pas automatisée. Pas automatisé veut dire qu'ils doivent se concentrer plus qu'un autre enfant sur ce qu'ils sont en train de faire. Pour écrire le mot maison, pour écrire le mot lapin, ce sont des mots qui sont automatisés parce qu'ils sont très habituels, on les a écrits plein de fois et on n'a pas à réfléchir lorsqu'on doit les écrire. Un enfant qui présente un trouble du langage écrit, par exemple, mais c'est valable d'une autre façon pour un enfant qui présente un trouble de la coordination motrice, eh bien, ce n'est pas tant qu'il ne peut pas, mais c'est que l'activité en elle-même, elle est coûteuse sur le plan attentionnel parce qu'il doit se concentrer plus qu'un autre enfant, utiliser parfois des moyens mnémotechniques, aller plus lentement. Donc cette activité est finalement consommatrice d'attention.
Et c'est vrai que souvent, on peut se poser la question de savoir si ces enfants-là présentent une comorbidité avec un trouble attentionnel, ou est-ce que c'est leur trouble qui, par lui-même, peut avoir un impact sur leur capacité d'attention. Donc la question est, est-ce qu'on doit demander aux parents d'aller faire les tests ou pas, finalement? C'est peut-être pas nécessaire. Alors, c'est au cas par cas, donc on ne va pas pouvoir généraliser. Ce que vous a dit aussi le docteur Villiers, et pour répondre à la question précédente, c'est que nous travaillons de manière pluridisciplinaire, et quand on dit pluridisciplinaire, c'est que ça implique aussi des enseignants. Nous avons la chance d'avoir un enseignant qui est référent chez nous et qui fait le lien avec l'équipe pédagogique finalement du lieu de scolarisation de l'enfant, mais on a aussi des temps d'échange, en visio notamment, ou parfois présentiel quand on peut, lorsqu'ils sont assez près de nous, et bien avec l'équipe enseignante. Et c'est dans ces moments-là que nous allons pouvoir préciser les choses entre un trouble plus spécifique, peut-être parfois une forme d'anxiété, une mésestime de soi qui fait que l'enfant va avoir des difficultés à se concentrer sans que ce soit des difficultés d'attention spécifiques. Et puis, dans d'autres situations, une comorbidité, effectivement, avec des troubles attentionnels. Mais c'est dans la description de ce qui se joue durant la journée, vous voyez, que nous serons peut-être un petit peu plus précis dans l'idée de savoir s'il faut faire ou pas un bilan supplémentaire. Ce que je voulais dire, c'est que lors des équipes éducatives, les professeurs, les enseignants sont assez perdus parce qu'ils sont pas toujours... Ils ont quelquefois une orthophoniste qui est là et quelquefois personne. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la décision? Qu'est-ce qu'on conseille aux parents? C'est quand même pas évident. Il y a une question là. Oh ben, c'est bien. Alors, pardon, tout à l'heure, on disait qu'il fallait essayer de prendre en charge le plus tôt possible ces jeunes qui ont des troubles. Et en même temps, j'entendais que le TDAH ne peut pas être diagnostiqué avant 5-6 ans, a priori. Si, par exemple, il y a des enfants où il pourrait y avoir des suspicions, en tout cas, de TDAH, est-ce qu'il est possible... Enfin, en tout cas, est-ce que vous avez des noms de personnes qui pourraient au moins les accompagner, même si ce n'est pas un diagnostic, mais au moins sur la psychoéducation, par exemple, pour les aider sur ça? Alors, en l'occurrence, là, je pense à un enfant qui a 3 ans et demi. Il est allé voir une neuropsy, il ne savait pas trop, en TSA, TDAH, enfin ses parents qui l'ont emmené, bien sûr. Ils lui ont dit TSA non, TDAH, on ne diagnostique pas avant 6 ans. Revenez nous voir à ce moment-là. L'enfant a 3 ans, les parents sont dépassés, ne savent plus comment faire. L'enfant est à l'école depuis septembre. Les instituteurs sont aussi en difficulté. Et du coup, comment les parents peuvent à ce moment-là au moins l'accompagner? C'est à la limite, c'est pas tant le diagnostic qu'ils veulent, c'est de l'aide. Ce qu'on peut déjà préciser, c'est que c'est un enfant qui mérite une évaluation pédopsychiatrique généraliste, pas uniquement pour aller vérifier qu'il ait tel ou tel diagnostic, mais qu'il ait une évaluation finalement globale. Alors, c'est pas toujours simple parce qu'il y a des délais d'attente, mais pour cet enfant-là, une consultation pédopsychiatrique, alors s'il est dans la Vienne, c'est le Sésame Petite Enfance, si dans un centre médico-psychologique ou chez un pédopsychiatre en libéral. Je pense qu'effectivement, dans la démarche que vous décrivez, et de se dire je vais voir un neuropsychologue et qui me dit j'ai ça ou j'ai pas ça, première chose à préciser, c'est qu'un neuropsychologue ne peut pas poser de diagnostic, puisque c'est un diagnostic médical, mais qu'il faut partir d'une évaluation pédopsychiatrique généraliste qui permettra à un moment donné d'aller interroger tel ou tel diagnostic. Et puis, on peut être instable, on peut être agité quand on est enfant, pour d'autres raisons que pour un TDAH. Et pourtant, c'est difficile d'avoir des rendez-vous chez des pédopsies aujourd'hui. Alors, je ne sais plus... Oui, c'est bon, ça marche. Pour compléter, on en parlait avec mon collègue, mais il existe des dispositifs pour aider les familles à se repérer. Alors, je crois que c'est à partir de 3 ans pour la maison de l'enfance et de la famille, qui est en centre-ville de Poitiers. La MEF, donc sans rendez-vous, où on peut se présenter pour des problématiques de santé générale. Ça a changé depuis l'année dernière, ils sont surpassés, il faut téléphoner pour avoir un... Ah, d'accord. Ils demandent ça, d'accord. Bon, en tout cas, l'idée de la MEF, c'était quand même d'être accessible plus vite qu'un centre médico-psychologique où il y a des demandes, voilà. Et puis, on parlait également des PCO, des plateformes de coordination et d'orientation, qui sont, alors là, sur adressage médical,
Mais voilà, il y a un dossier à remplir et il peut y avoir une proposition d'évaluation qui est faite aussi. Les PCO étant plus sur la valence troubles neurodéveloppementaux. C'est un petit peu caricatural ce que je vous dis là, mais en tout cas, ça peut être des dispositifs de premier recours pour avoir une première orientation en évitant le côté on demande, mais il y a trop de monde, donc on va être sur liste d'attente et on attend et on ne sait pas quoi faire en attendant. On va essayer d'aller en libéral, taper à une porte, à une autre, financer des choses dont on n'a pas la garantie que ce soit efficace. Voilà. Donc MEF et PCO pourraient être des réponses. Et puis il y a aussi la question du médecin généraliste aussi, parce que je pense que les parents à un moment ont questionné le médecin généraliste, ou s'ils l'ont pas fait, peut-être que ça pourrait être intéressant. C'est-à-dire que celui qui est censé coordonner l'ensemble des soins et d'être un premier acteur. Nous, je sais que sur le CRA, mais je pense que sur le centre TDAH, si ça n'était pas le cas, ça va être le cas de plus en plus. On est régulièrement en lien avec des généralistes qui nous posent des questions, qui nous appellent en disant voilà, moi j'ai reçu telle famille avec un enfant qui a tel type de difficulté, je sais pas trop où l'orienter. Voilà, c'est des choses qui sont possibles et qu'on peut nous mettre en place. C'est bon ? Ok. Bonsoir. Merci pour les présentations. J'avais une question à propos du TDAH. Vous disiez que c'était à peu près 5% pour les enfants au niveau de la prévalence, mais que à l'âge adulte, c'était plutôt 3%. Et vous avez aussi dit que c'était multifactoriel et que pour poser le diagnostic, il fallait que ça ait un impact conséquent sur la vie sociale, etc. Du coup, on peut enlever le TDAH en passant à l'âge adulte. Est-ce qu'on peut le regagner si, mettons, on a une dépression qui arrive et qui diminue nos fonctions exécutives ? Il y a des troubles attentionnels, effectivement, dans d'autres entités psychiatriques et dans un épisode dépressif caractérisé, il y a une altération de la concentration et de la mémoire. Pour autant, ça ne revient pas sur les critères du TDAH. Alors, l'idée, c'est qu'il y a effectivement un certain nombre de situations où l'évolution va être favorable avec un rétablissement des capacités attentionnelles. Probablement en lien plus avec une difficulté attentionnelle qu'un trouble à proprement parler. Donc là, on est vraiment sur la problématique de ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est-à-dire la dimension attentionnelle et les différentes entités dans lesquelles on peut retrouver son atteinte. Et donc, on est de plein pied, finalement, dans la question du diagnostic psychiatrique et les troubles de l'humeur, dont les épisodes dépressifs ou la dysthymie, sont des diagnostics différentiels du trouble déficit d'attention. Le risque à l'âge adulte, c'est de confondre l'un pour l'autre, ou alors justement de méconnaître. Alors, la dépression, elle est facilement diagnostiquée à l'âge adulte, et le TDAH est facilement diagnostiqué dans l'enfance. L'inverse est beaucoup moins vrai. Donc, il y a un petit peu cette question de la rigueur diagnostique, de se dire, regardons tous les critères et trouvons finalement le bon diagnostic. Mais une apparition de novo à l'âge adulte, non. Enfin, c'était l'idée que ça apparaît dans l'enfance. Et si on a des critères qui apparaissent ultérieurement, c'est probablement autre chose. Je ne sais pas si c'était le fond de votre question. Vous n'hésitez pas à compléter si je n'ai pas été dans les D'accord. clous. Moi, c'était juste pour savoir si, mettons, quelqu'un a eu un diagnostic de TDAH, l'a perdu, entre guillemets, et suite à des complications de sa vie, se retrouve à nouveau répondre aux critères du TDAH. Est-ce qu'il reçoit de nouveau le diagnostic ? Est-ce que du coup l'avoir enlevé était pertinent ? Disons que je pense qu'on ne peut pas l'avoir, le perdre, l'enlever, dans le sens où ce qui pourrait se passer, ce serait par exemple un trouble attentionnel dans l'enfance et des capacités de compensation qui vont se mettre en place avec le développement. Quand on grandit, on va gagner en fonctionnement exécutif, on va être capable de mettre en place des moyens de contourner nos difficultés de plus en plus sophistiquées. Et si il arrive effectivement à une période de vie, un épisode dépressif par exemple, eh bien dans ce cas-là, les capacités de compensation pourraient être à nouveau dépassées et la symptomatologie serait exprimée. Je verrais par exemple quelque chose de cet ordre-là. Enfin, bon, pour essayer de modéliser un petit peu avec vous. Mais l'idée, c'est que la plupart des troubles neurodéveloppementaux sont chroniques
Sur le TDAH, on est un petit peu plus nuancé parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'évolution non plus systématique. Mais par contre, il faut être très vigilant à ce que l'évolution à l'âge adulte soit bien repérée si elle est présente. Et là encore, et c'est ce que j'essayais un peu d'évoquer tout à l'heure, à l'âge adulte, il faut être très prudent sur l'évolution qui a eu lieu. Un diagnostic de TDAH, c'est ce qu'on appelle un diagnostic catégoriel. C'est-à-dire qu'on a un regroupement de symptômes. Et je pense que c'est un petit peu le sens de ce que vous dites, il a disparu, puis il est revenu. C'est que, voilà, pour l'avoir, il faut qu'on ait X symptômes. Alors, c'est 6 du champ de l'hyperactivité, 6 de l'inattention, etc. Et vous êtes dans les critères, vous n'êtes pas dans les critères. Mais c'est une modélisation qui est assez simpliste. C'est-à-dire, voilà, là, je suis dans les catégories diagnostiques, mais là, j'y suis plus. D'où l'idée d'aller aussi un peu vers la dimension et d'analyser plus précisément le fonctionnement pour voir si on est bien dans ce champ-là ou non. Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir une toute petite question en passant? Non? Je ne sais pas. Ok. Toute la rangée des choses à dire. Bonsoir et merci pour vos interventions. Je voulais savoir si le CRA avait déjà fait intervenir des adultes pairs. Et si ce n'est pas le cas, on commence quand? Alors, cette question-là, elle va être double sur la question finalement de l'intervention des adultes de pair. Est-ce que c'est une intervention à vocation des familles, des usagers, ou est-ce que c'est une intervention à vocation des professionnels? Sur les professionnels, ça s'est déjà fait, et ça se fait régulièrement. Sur la question des usagers, ça ne se fait pas au sein des locaux. Après, on a bien identifié des structures, notamment des GEM. Hein. Oui, bonsoir. Et c'est vrai que c'est des structures à lesquelles on oriente assez facilement les usagers. Les GEM, les groupes d'entraide mutuelle, donc qui sont des associations. Peut-être que vous voudrez en parler un peu plus plus tard. Ah d'accord. Merci. Je retrouve ma question. Oui, merci. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez dit que on pouvait compenser de manière très 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 sophistiquée. Mais du coup, est-ce que on estime que le trouble a disparu? Parce que finalement, chez l'autisme aussi, ça existe, les compensations immenses. Mais le trouble est bien présent. Non, il n'a pas disparu. Oui. Pour préciser, ce qu'on voit dans le trouble du spectre de l'autisme, dans les trajectoires assez classiques, c'est souvent des jeunes filles qui compensent, qui ont des bons niveaux cognitifs, jusqu'à ce qu'arrive un moment où les capacités de compensation ne sont pas suffisantes. Et donc là, on a souvent des jeunes filles en consultation qui nous disent je viens de rentrer au lycée, c'est extrêmement compliqué, je comprends pas. Il y en a un qui sortait avec lui, puis après qui est sorti avec l'autre, puis l'autre a fait une blague, mais j'ai pas compris. Donc en fait, finalement, il y a tellement d'informations sociales qu'elles ne sont plus en capacité de compenser, et il peut y avoir des moments un peu d'effondrement parce que finalement, elles mettent toute leur capacité attentionnelle dans la socialisation, jusqu'à ce qu'elles puissent s'effondrer. Parfois, on a même des dépressions qui sont un peu secondaires. Voilà, donc pour représenter un peu la trajectoire qu'on peut avoir sur des compensations importantes dans le cadre du trouble du spectre de l'autisme. Et du coup, ça me fait penser aussi tout à l'heure au début, j'essaie de réfléchir vite. Oui, il y avait aussi le fait qu'il pouvait y avoir une diminution de l'attention portée aux interactions sociales et tout. Mais pour les femmes, justement, ça peut être plutôt l'inverse. Il y a un surinvestissement, il y a des intérêts pour la psycho, la socio. C'est tout l'intérêt finalement de la présentation, c'est que ce qu'on retrouve, c'est des particularités des grands nombres. C'est-à-dire qu'on analyse beaucoup de dossiers, et ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, il se passe ça. Mais à l'échelle individuelle, ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça qu'on a pas mal insisté sur l'idée d'individualiser finalement l'évaluation. Il n'y a pas de personnes avec TSA qui fonctionnent de la même manière. Il y a certaines personnes avec TSA qui vont avoir une appétence relationnelle extrêmement forte, d'autres pas du tout. Et donc du coup, pour répondre à votre question, c'est parce qu'on est sur cette question des grands nombres. Pour compléter ça, pour compléter effectivement ce que viennent de dire mes collègues, les moments de décompensation peuvent aussi arriver
lorsque l'ajustement de l'environnement donc à la personne est moindre. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense par exemple à une jeune fille qui habitait chez elle, avec un ajustement, bien sûr, de ses parents, donc à ses difficultés, avec un ajustement aussi de son lycée, hein, parce que les enseignants savaient qu'elle présentait un trouble du spectre de l'autisme. Bref, il y avait une forme d'ajustement de cet environnement à elle. Et puis, à un moment donné, elle est partie à Bordeaux, donc dans une école. Et là, effectivement, l'ajustement est bien moindre. Donc, les mécanismes de compensation, ils fonctionnaient parce que, en réponse à cela, l'environnement s'ajustait suffisamment. Mais elle s'est retrouvée dans un endroit où il a fallu qu'elle surcompense d'une certaine façon, avec aussi une question de sélection. Je pense à cette jeune fille qui est pianiste, enfin bon, qui s'est retrouvée au conservatoire avec une forme aussi de... pour l'ensemble des gamins, qui ont 17-18 ans, c'est quand même une forte pression, vous voyez. Mais en tout cas, un environnement qui s'ajustait moins à elle. Et là, c'est effectivement un petit peu plus compliqué, et peut-être que les difficultés vont apparaître de manière un petit peu plus criante finalement. Alors, l'hyperactivité, je pense que quand on voit quelqu'un d'hyperactif, ça se voit. Mais quid des TDA sans hyperactivité? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il passe à travers les mailles du filet du diagnostic? Enfin bon. Souvent, parce qu'effectivement, j'en parlais un petit peu au début de l'intervention, mais les formes inattentives prédominantes peuvent être un petit peu méconnues en se disant mais c'est un ou une enfant, parce que c'est plus souvent les filles hein, en termes de prévalence, rêveurs, dans la lune, voilà, donc des qualificatifs qui vont faire qu'on passe un petit peu à côté de ces diagnostics-là, d'où l'idée du retentissement fonctionnel, où quand la rêverie amène une souffrance quotidienne et qu'elle est décrite, souvent ce sont les familles qui nous alertent en disant bah oui mais elle est à l'école, elle a mal au ventre, ça va pas, elle veut plus y aller, etc. Et là il faut effectivement pouvoir y penser. La grande difficulté c'est que parfois ce sont des symptômes autres qui amènent à la consultation et que si on pense pas à l'hypothèse du trouble neurodéveloppemental, eh bien, on peut faire fausse route en concluant à, par exemple, des troubles anxieux, une anxiété de séparation, des éléments comme ça, alors qu'en fait, on est dans un contexte de trouble du neurodéveloppement. Donc là, c'est vraiment la rigueur de l'évaluation qui va nous permettre de faire la part des choses. Mais donc oui, ces formes sont aussi fréquentes et elles constituent un piège diagnostique qui est quand même assez fréquent. Donc oui, tout à fait. Mais l'inverse est vrai. On peut venir nous voir pour un TDAH, en fait, il y a plutôt un trouble anxieux. Oui. Ce que je disais, c'est que l'inverse était vrai, d'où l'idée d'une évaluation plus globale et plus généraliste, parce qu'effectivement, on a beaucoup de situations dans lesquelles les parents viennent nous demander de confirmer un diagnostic. Alors, dans certains cas, il y a des troubles anxieux qui peuvent évidemment mimer un trouble déficitaire finalement de l'attention. Et puis, dans d'autres cas encore, il peut y avoir les deux diagnostics. Donc, on est là aussi dans une forme de complexité ambiante, et c'est vrai que c'est toujours intéressant pour nous, en tout cas, d'être confrontés à des demandes qui sont « venez nous confirmer ce diagnostic-là parce que nous avons retrouvé que l'ensemble des critères eh bien, correspondaient aux difficultés de notre enfant ». Un peu comme si on était dans une démarche médicale à l'envers, hein, c'est-à-dire plutôt que d'examiner d'abord et puis d'aller voir les diagnostics, on commençait par une démarche un peu d'élimination de diagnostics pré-mentionnés, a priori. Bon. Mais il peut y avoir, et il y a souvent une association de plusieurs difficultés, et le trouble anxieux, voire le trouble de l'attachement dans certains cas, et le TDAH, c'est très fréquent aussi. Et la synergie entre les deux va vous donner l'expression clinique et les difficultés que vous décrivez à l'école et à la maison. Bonsoir. Moi, j'aimerais savoir, dans le cas de parents qui viennent consulter pour des difficultés scolaires chez leurs enfants, très généralement qui arrivent avec un autodiagnostic de haut potentiel intellectuel, des choses comme ça, et qui s'avère à l'aboutissement être un trouble du neurodéveloppement. Comment est-ce qu'on, enfin, ma question, c'est comment est-ce qu'on gère la perception assez péjorative de ces troubles-ci par rapport à d'autres? Pardon, de quel trouble? J'ai pas entendu. Par exemple, déficience intellectuelle, vous avez dit? J'ai dit trouble du neurodéveloppement, de manière générale. D'accord, mais vous aviez dit autre chose juste avant, je n'ai pas. Je disais qu'en général, surtout en ce moment, on a beaucoup de parents qui viennent avec des autodiagnostics HPI.
Excusez-moi, comment je est-ce dois être qu'on... un peu ralenti. C'est comment on gère la déception, en fait. Oui, voilà, c'est ça, le fait que c'est péjoratif. En fait, il faut répondre à la demande, tout simplement. Et c'est très, très rare d'avoir des situations où des familles se présentent avec une souffrance par rapport au potentiel. La souffrance, elle vient d'autre chose. Elle vient des émotions. Elle vient de difficultés d'entrer dans le langage écrit. Elle vient finalement de tout ce qui pourrait consister en une forme de dysynchronie, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un décalage entre un potentiel cognitif très bon et d'autres fonctions du développement qui, elles, sont dans la norme. Et donc, tout l'écart que ça peut représenter. Donc, finalement, pour répondre à la demande familiale, alors qu'on soit finalement dans la problématique HPI ou pas, bon, déjà, on voit si on a les données pour répondre ou pas, parce que si on n'a pas un bilan cognitif, c'est compliqué de se prononcer. Mais je pense qu'accueillir la demande parentale et cerner la difficulté et proposer des solutions pour y répondre, au-delà de cette étiquette HPI, souvent, ça permet d'être dans une relation thérapeutique de confiance qui fait qu'on va s'affranchir du sentiment de déception. Enfin, voilà, les collègues en parleront aussi, mais par expérience, c'est rare d'avoir des familles qui nous disent « Ah ben non, nous, on voulait vraiment qu'il soit HPI ». Je trouve que c'est... Bah non, mais je veux dire, ça peut paraître comique, mais ça ne l'est pas, parce que effectivement, ce serait de se dire, par exemple, on voit qu'il y a une difficulté et ça nous rassurerait que ce soit expliqué par un avantage comme le fait d'être particulièrement efficient au niveau cognitif et donc de devoir faire le deuil de cette idée. Mais c'est quelque chose, je trouve, qui est assez rare. Oui, pour compléter peut-être, quand on reçoit les familles en consultation, un des premiers temps, c'est de savoir ce qu'ils attendent. Parce que nous, sur le CRA, le questionnement, c'est est-ce que mon enfant a un TSA? Donc souvent, c'est la première phrase qu'ils disent. Et puis je dis, bon, d'accord, alors expliquez-moi, etc. Et finalement, rapidement, on se rend compte qu'au-delà de la demande diagnostique catégorielle, ce qu'ils vous présentent, c'est les difficultés de l'enfant. Ce qui, eux, les questionnent, c'est mon enfant, il n'arrive pas à écrire ou il n'arrive pas à interagir avec les autres. Je suis inquiet pour la suite. Est-ce qu'il va réussir à avoir un métier? Est-ce qu'il va réussir à être autonome? Et en fait, en se ressentant sur l'enfant et sur les besoins de l'enfant, les compétences et ses difficultés, eh ben on peut diminuer ce sentiment de déception, parce que finalement, les parents, souvent, ils ne cherchent pas un diagnostic, ils cherchent à aider leur enfant, et que leur enfant se sente bien, aille mieux et soit un adulte autonome et épanoui. Et puis c'est vrai aussi que, étant donné la liste d'attente et je dirais le délai d'attente pour aller consulter, eh bien, on a beaucoup de familles. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs mis en place une équipe de régulation des demandes finalement chez nous, parce qu'on accueille l'ensemble des demandes sans forcément réclamer un dossier complet et des courriers venant d'autres collègues. On reçoit les familles et puis on essaie de comprendre finalement quelles sont les difficultés. Alors effectivement, comme le disent mes collègues, eh bien, ce qui est allégué, ce qui est mis en avant, c'est un diagnostic. On pense qu'il a ça. Donc déjà, il faut préciser qu'HPI, ce n'est pas un diagnostic. Donc, c'est plutôt bien d'être haut potentiel, ce n'est pas un trouble. Donc suspicion de haut potentiel, je trouve ça assez particulier comme façon de dire les choses. Mais bref, on nous apporte, on nous met quelque chose en avant pour nous dire est-ce que c'est ça? Venez nous le confirmer. Mais effectivement, quand on se recentre sur les besoins, sur la description, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'Hilberg qui disait il y a des difficultés de sommeil, des difficultés d'alimentation. Quand on se recentre là-dessus et qu'on tente de répondre aussi aux besoins, eh bien, parfois on peut quitter ces diagnostics a priori, peut-être y revenir dans certains cas, ou peut-être aborder d'autres choses. Pour aussi ajouter un petit élément concret, mais on serait surpris de voir à quel point tout peut être parlé. C'est-à-dire que dans le cadre d'un entretien où on est avec un enfant et sa famille, dans une situation de confidentialité, protégé par le secret médical, alors des fois on est amené effectivement à proposer un diagnostic autre que celui qui était suspecté, et on se dit, bon, comment ça va être accueilli? Et vraiment, par expérience, à partir du moment où on est dans une transparence par rapport aux raisons qui nous font penser à ce diagnostic, ça se passe quasiment tout le temps bien. Et on peut même parler, alors c'est vrai qu'on se dit, les termes troubles autistiques, etc., ça peut faire peur. Annoncer ça à une famille, on n'est pas forcément très à l'aise, humainement parlant. On se met un petit peu à la place. Et en fait, c'est souvent
très bien accueillis parce que la demande, elle est autour d'une souffrance. Et quand on propose une explication et une conduite à tenir adaptée derrière, ça se passe bien. Donc il y a vraiment rarement des choses qu'on ne peut pas aborder à cause de la charge péjorative que ça pourrait représenter. L'heure avance, donc je vais prendre une dernière question quand même. Et puis, voilà. Merci. Bonsoir. Moi, c'est une question sur le TSA. Vous avez beaucoup insisté pour le TDAH, comme quoi, selon l'âge, en fait, les troubles s'exprimaient différemment. Je voulais savoir si pour le TSA, c'était la même chose, c'est-à-dire que le TSA jeune, adolescent et adulte évolue ou bien, voilà. Je ne sais pas si ma question est... Oui, j'ai compris votre question. Ce qu'on voit dans le TSA, ça rejoint un peu la précision qu'a apporté le professeur Xavier tout à l'heure. C'est notamment la notion d'adaptation de l'environnement qui va faire énormément varier la symptomatologie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être ce qu'on doit préciser aussi quand on pose un diagnostic de TSA, c'est quelle est l'efficience intellectuelle de l'enfant. Est-ce qu'il a des capacités pour compenser finalement son trouble du spectre de l'autisme? Et la troisième chose, c'est en termes de langage, est-ce qu'il est en capacité de s'exprimer pour pouvoir s'autodéterminer? À mon sens, c'est ces éléments-là qui vont le plus modifier la symptomatologie. Quand on pose un diagnostic de TSA, on doit aussi spécifier un niveau de sévérité. Vous vous rappelez, je vous ai dit qu'il y avait 2 dimensions, communication et comportement, en gros. Et on doit spécifier un niveau de sévérité de 1 à 3 sur chacune de ces dimensions-là. Si le TSA est globalement stable au cours de la vie, ces niveaux de sévérité, eux, ils vont varier. On voit un enfant qui n'a pas de soins, probablement qu'il va avoir un niveau de sévérité élevé, on met en place des soins, le niveau de sévérité peut diminuer, puis après il va passer à la fac, de nouvelles contraintes, donc le niveau de sévérité va pouvoir réaugmenter, on va s'adapter, ça va rediminuer, la mise en place d'un travail, etc., etc. Ça fluctue en fait. Merci. Bon, mais excusez-moi, je ne vais pas prendre de questions parce que voilà, l'heure est bien avancée déjà. Merci encore à nos 3 intervenants pour toutes les informations et merci à vous aussi pour votre participation.